Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Théo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Et ce soir, nous entamons la deuxième partie du roman, à savoir La femme sans cœur. Si toutefois vous arrivez sur la rediffusion sur YouTube, sachez que vous ne vous êtes pas trompé, on est bien à l'épisode 3. On commence la deuxième partie, mais c'est bien l'épisode 3. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, sachez également que dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes à votre disposition pour que vous puissiez naviguer comme bon vous semble dans la lecture. Ça vous permettra de passer notamment l'introduction et les pauses que je vais effectuer dans ce live. Intro et pause où j'en profite tout simplement pour animer le live, c'est-à-dire pour un petit peu interagir avec le chat, et également dans l'introduction vous parler un petit peu des news à venir, pour pouvoir laisser le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en direct d'arriver tout simplement. Voilà voilou. Du coup, comme d'habitude, petite introduction de 10-15 minutes où on va dialoguer ensemble. Je commence à être un petit peu à court. C'est-à-dire que, à force de multiplier les lives, je commence à plus avoir grand-chose à vous raconter en début de live. Et là, je dois avouer que comparé au dernier live, qui était donc mardi, si je ne m'abuse, j'ai pas forcément de nouveautés à vous raconter. Je travaille toujours sur les mêmes choses, j'avance toujours les mêmes projets. Je ne sais pas trop quoi vous dire dans cette intro pour faire passer le temps pendant 10-15 minutes. En même temps, j'ai pas envie que ce soit juste du remplissage non plus, j'ai envie que ce soit intéressant, que ça vaille le coup. J'ai envie de parler d'un sujet qui n'a aucun rapport, mais c'est vrai que je faisais ça une fois de temps en temps dans les introductions, de vous faire entre guillemets des découvertes culturelles, des trucs que j'avais pu voir, que j'avais pu lire, que j'avais pu écouter, et vous dire ce que j'en avais pensé ces derniers temps et si ça valait le coup selon moi. D'ailleurs, il y a un petit peu quelque chose de similaire sur mon Discord. Si vous n'êtes pas sur mon Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a un salon sur mon Discord qui s'appelle le Vibratorium, qui est le salon où, grosso modo, je vous demande, entre guillemets, si vous voulez poster vos découvertes culturelles ou enfin, je sais pas comment décrire ça, mais vos textes, vos images, vos photos, vos souvenirs, peu importe, vos événements qui vous font vibrer. Je trouve ça cool de partager un petit peu de bonne humeur. Alors après, c'est pas toujours des choses qui nous font vibrer positivement, on va dire, mais je trouve ça sympa comme principe. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et du coup, un truc qui me fait vachement vibrer, c'est la musique. Et cette année, a priori, c'est une grosse, grosse année de musique. Il y a beaucoup, beaucoup d'albums dans le genre de musique que j'écoute qui devraient sortir. J'en avais fait la liste, je peux refaire la liste avec vous, comme ça justement je vous tiens un peu au courant entre guillemets des sorties culturelles qui m'intéressent, et puis ça rentre un peu dans le cadre de ce que je disais, de vous faire un peu de la découverte culturelle, je sais pas comment appeler ça autrement. Du coup, cette année est sortie et devrait sortir. Donc il y a déjà des choses qui sont sorties. Il y a par exemple l'album de Cocky the Clown, You're Welcome, qui est vachement vachement bien. On l'a écouté l'autre fois en live et je l'ai vraiment trop kiffé. Depuis, je l'ai réécouté plein de fois et j'adore. Alors c'est très sombre et très glauque, mais c'est vraiment sympathique. C'est le projet solo du bassiste chanteur du groupe NoFX, qui s'est accompagné du batteur Travis Barker de Blink-182. Donc voilà, c'est pas des gens comment dire, inconnus quoi. Ils ont fait des choses vraiment vraiment huge dans la musique, surtout dans le style pop punk et punk. Et donc ça, je vous le conseille vraiment, c'est très très bien. Il va y avoir aussi un album qui est l'album de The Dollyrots, qui est en ce moment j'allais dire en Kickstarter, mais non, il n'est pas sur Kickstarter. Il est en tout cas en crowdfunding, donc n'hésitez pas, si vous cherchez sur internet The Dollyrots LP7, LP7, vous devriez trouver. C'est leur du coup 7ème album, et le nom a été annoncé, c'est Daydream Explosion, je crois.
Cet album va être une tuerie, j'ai l'impression. Plus ça avance, plus il nous donne des vidéos de backstage et plus ça me donne vraiment envie. Donc franchement, The Dolly Rots, c'est hyper sympa, c'est hyper énergique, hyper positif, hyper festif, hyper souriant. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, il doit y avoir le nouvel album de Blink-182. Et là, je vous avoue que je suis un peu circonspect parce que Blink, c'est mon groupe de cœur depuis toujours. Et c'est la toute première fois qu'ils sortent une chanson et que je suis déçu. Ils ont sorti une chanson là il y a quelques jours, il y a 3 jours si je ne m'abuse, qui se titre Blame It on My Youth. Et autant j'adore les paroles, enfin je trouve que les paroles sont bien écrites et ressemblent bien à du Blink. Il y a 2 ou 3 moments dans la chanson que je trouve sympa, mais qui durent 3-4 secondes. Et sinon, je trouve que l'ensemble est... Et en fait, ils font du pop-punk, Blink, depuis toujours, mais là, c'est devenu beaucoup plus pop et beaucoup moins punk. Et ça me plaît beaucoup moins, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus stéréotypé et que ça ressemble aux 3 quarts des chansons qui peuvent passer à la radio. Et je trouve ça beaucoup moins original, beaucoup moins inspiré que d'habitude. Donc je suis un peu déçu. J'attends de voir la suite parce que j'ai vraiment envie d'aimer leur prochain album, mais j'avoue que là j'ai été grave déçu. On verra. Ensuite, il devrait y avoir un album d'Engine Airwaves, donc Engine Airwaves, qui est le groupe de Tom DeLonge, qui était justement ancien membre de Blink-182. Ils ont sorti récemment la chanson Rebel Girl, qui est sympathique avec des sonorités un peu vieilles, genre années 70-80. Ça m'étonne dans le sens où Tom avait dit justement que ça serait un retour aux sources punk et qu'au final je trouve que c'est encore une fois beaucoup plus pop que punk. Donc ça m'étonne, mais la chanson est sympathique. Et sinon, on a aussi quelques petites news, mais là c'est pas encore très définitif et absolu. Mais on aurait des news qu'apparemment Green Day serait en train de refaire un album, The Offspring serait en train de refaire un album. Donc ça fait beaucoup de groupes de la scène pop-punk qui sont en train de faire des albums. Et ça promet une année assez sympathique. Il y a aussi Bowling for Soup, groupe que j'adore. Très, très drôle et encore une fois très bonne énergie. Qui devrait sortir un album également. Il y a eu également la sortie d'un album il y a quelques temps, Jarrett and Kelly. L'album se nomme... Bah c'est Here We Go je crois. Ah non, c'est Sitting on a Tree, pardon. Donc l'album se nomme Sitting on a Tree de Jarrett and Kelly. Jarrett étant le guitariste-chanteur de Bowling for Soup, Kelly étant la chanteuse bassiste de The Dolly Rots. Vous voyez, tout se recoupe. Et du coup, cet album est donc pop-punk, mais en fait c'est comme si on avait pris du pop-punk et qu'on l'avait mis en acoustique avec un petit peu des rythmes folk, country, voilà. Je trouve que ça a un peu cette ambiance-là. Je trouve qu'il y a des vraies pépites dans cet album. Je l'écoute en boucle, il est déjà sorti. Et lui aussi, c'était un crowdfunding. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça, à aller checker tout ça. Vraiment, je vous le conseille. Ça a des très bonnes vibes. Ça met vraiment de bonne humeur, tout simplement. Enfin voilà, j'avais envie de faire un petit balayage entre guillemets de tous les albums qui allaient sortir cette année parce que moi qui écoute beaucoup de musique, j'avoue que cette année c'est exactement la musique que j'aime qui devrait sortir en album. À foison, à foison, à foison, tous les groupes que j'écoute beaucoup sortent un album, donc je suis en excitation totale, j'ai vraiment super hâte. Voilà, autant vous le partager comme ça dans une intro de live, comme je le fais d'habitude, enfin comme je le fais parfois, mes découvertes culturelles entre guillemets. Voilà, voilou. Je vais pas savoir meubler davantage cette introduction et je n'ai toujours pas de nouvelles choses à vous dire, si ce n'est que j'ai un petit peu commencé, mais vraiment un tout petit peu commencé, à travailler sur l'autre personnage de Sur l'eau. Je voulais le faire en live, malheureusement il y avait de la tempête, donc j'ai préféré ne pas live. Et d'ailleurs ce soir il y a de la pluie, j'espère que ça ne va pas se transformer en orage. Si ça se transforme en orage, il y a de gros risques que le live coupe
et ça serait vraiment chiant, surtout pour une lecture. Donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais en tout cas si le live coupe, vous savez de quoi il en retourne. Et si le live coupe, je verrai, mais je pense qu'il y a peu de chances que je le relance, parce que bah, j'aurais trop peur qu'il coupe à nouveau et que ça coupe que ça scinde le live en je ne sais combien de parties comme la dernière fois quand on avait fait The Witness, donc ça serait un petit peu dommage. Bonsoir Nicky Inked, bonsoir, bienvenue sur ce live, comment ça va? Ah, ça fait super plaisir de te voir. Ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu communiquer. J'espère que tu vas bien depuis le temps, j'espère que tu vas bien ce soir. Je t'invite à t'installer, à te détendre, à prendre à boire, à manger. Et je te souhaite la bonne santé comme à vous tous les amis. On va partir assez rapidement dans la lecture à présent. Bah ça va bien, merci Nicking de me le demander. En ce moment j'ai un petit goût, un petit goût, ouais. J'ai un petit goût. J'ai un petit coup de démotivation. Et j'ai un peu du mal à me mettre à faire tout ce que j'aimerais faire. Mais petit à petit, comment dire, je réorganise mes habitudes et je réorganise tout ce qui est autour de moi, mon nid comme j'aime à l'appeler, pour que ça soit favorable à ce que je rebosse et à ce que je refasse des choses. Donc ça va venir petit à petit. Ouais. Là je pense vraiment par exemple, je divague encore, mais je pense vraiment que par exemple pour la musique, je vais vraiment ressortir une chanson ce mois-ci je pense. J'ai déjà pas mal travaillé dessus, il reste plus qu'à poser la batterie. La démo sera complète, il me restera plus qu'à réenregistrer tout pour la version finale. Donc il y a vraiment moyen que ce mois-ci je poste une nouvelle chanson. Ça me ferait super plaisir. Quant à la lecture de ce soir, nous partons donc pour la deuxième partie de ce roman. Deuxième partie qui est titrée La femme sans cœur. On ne pourra pas lire l'intégralité de cette partie ce soir parce que elle fait 80 pages, donc ça me prendrait même plus que ça je crois. Elle fait plus de 100 pages, donc ça me prendrait 5 heures de live si je le faisais d'une traite. Donc clairement, on va pas lire en entier cette partie ce soir. Par contre, comme les dernières fois, ça va être un peu compliqué pour moi de faire des découpes logiques parce qu'il n'y a pas de chapitre ou quoi que ce soit. Donc je vais devoir vraiment découper quand je le sens, entre guillemets. Je vais devoir arrêter, interrompre la lecture quand je sentirai que c'est pas trop dérangeant pour la compréhension du texte. Donc voilà, j'espère que vous allez réussir à suivre sans trop de problèmes malgré tout. Et écoutez, bah, je pense qu'on va se lancer sans plus attendre. La dernière fois, on s'était laissé lorsque notre héros Raphaël avait souhaité, avec la peau de chagrin, une soirée de débauche dans un banquet avec des femmes, du vin, etc. Et donc on s'était laissé la dernière fois, justement, quand il s'était entretenu avec son ami Émile et avec deux femmes qui avaient des noms un peu chelous. C'était quoi? Je sais même pas si on va les revoir ce soir, mais bon, au cas où. Pipapou, pipou. Ah bah je retrouve même plus. Diantre. Bah je retrouve même plus, donc désolé. Si ça se trouve, c'était... Ah, c'est Aquilina. Est-ce que j'ai retrouvé? Et Euphrasie, voilà. Des noms un peu à coucher dehors, mais voilà. Comme ça, j'ai été clair et précis. J'espère que ça va bien aller. En vrai, l'orage me fait super peur. J'ai méga peur que le live ne coupe d'un seul coup. Bref. On est reparti sans plus attendre. Bah, Nicky Int, je te souhaite une bonne écoute. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici un gros 30 minutes, je pense. Pour la pause, à tout à l'heure. La femme sans cœur. Après être resté silencieux pendant un moment, Raphaël dit en laissant échapper un geste d'insouciance. Je ne sais en vérité s'il ne faut pas attribuer aux fumées du vin et du punch l'espèce de lucidité qui me permet d'embrasser en cet instant toute ma vie, comme un même tableau, où les figures, les couleurs, les ombres, les lumières, les demi-teintes sont fidèlement rendues. Ce jeu poétique de mon imagination ne m'étonnerait pas s'il n'était accompagné d'une sorte de dédain pour mes souffrances et pour mes joies passées.
Vue à distance, ma vie est comme rétrécie par un phénomène moral. Cette longue et lente douleur qui a duré 10 ans peut aujourd'hui se reproduire par quelques phrases, dans lesquelles la douleur ne sera plus qu'une pensée, et le plaisir une réflexion philosophique. Je juge au lieu de sentir. Tu es ennuyeux comme un amendement qui se développe, s'écria Émile. C'est possible, reprit Raphaël sans murmurer. Aussi, pour ne pas abuser de tes oreilles, te ferai-je grâce des 17 premières années de ma vie. Jusque-là, j'ai vécu comme toi, comme 1000 autres, de cette vie de collège ou de lycée, dont les malheurs fictifs et les joies réelles sont les délices de notre souvenir, à laquelle notre gastronomie, blasée, redemande les légumes du vendredi, tant que nous ne les avons pas goûtés de nouveau. Belle vie dont les travaux nous semblent méprisables, et qui cependant nous ont appris le travail. Arrive au drame, dit Émile d'un air moitié comique et moitié plaintif. Quand je sortis du collège, reprit Raphaël, en réclamant par un geste le droit de continuer, mon père m'astreignit à une discipline sévère. Il me logea dans une chambre contiguë à son cabinet. Je me couchais dès 9 heures du soir et me levais à 5 heures du matin. Il voulait que je fisse mon droit en conscience. J'allais en même temps à l'école et chez un avoué. Mais les lois du temps et de l'espace étaient si sévèrement appliquées à mes courses, à mes travaux, et mon père me demandait en dînant un compte si rigoureux de... « Qu'est-ce que cela me fait ?» dit Émile. « Eh, que le diable t'emporte !» répondit Raphaël. « Comment pourras-tu concevoir mes sentiments si je ne te raconte les faits imperceptibles qui influèrent sur mon âme, la façonnèrent à la crainte et me laissèrent longtemps dans la naïveté primitive du jeune homme. Ainsi, jusqu'à 21 ans, j'ai été courbé sous un despotisme aussi froid que celui d'une règle monacale. Pour te révéler les tristesses de ma vie, il suffira peut-être de te dépeindre mon père. Un grand homme sec et mince, le visage en lame de couteau, le teint pâle, à paroles brèves, taquin comme une vieille fille, méticuleux comme un chef de bureau. Sa paternité planait au-dessus de mes lutines et joyeuses pensées, et les enfermait comme sous un dôme de plomb. Si je voulais lui manifester un sentiment doux et tendre, il me recevait en enfant qui va dire une sottise. Je le redoutais bien plus que nous ne craignions naguère nos maîtres d'études, j'avais toujours 8 ans pour lui. Je crois encore le voir devant moi. Dans sa redingote marron, où il se tenait droit comme un cierge pascal, il avait l'air d'un rensort enveloppé dans la couverture rougeâtre d'un pamphlet. Cependant, j'aimais mon père. Au fond, il était juste. Peut-être ne haïssons-nous pas la sévérité quand elle est justifiée par un grand caractère, par des mœurs pures, et qu'elle est adroitement entremêlée de bonté. Si mon père ne me quitta jamais, si jusqu'à l'âge de 20 ans, il ne laissa pas 10 francs à ma disposition, 10 coquins, 10 libertins de francs, trésor immense dont la possession vainement enviée me faisait rêver d'ineffables délices, il cherchait du moins à me procurer quelques distractions. Après m'avoir promis un plaisir pendant des mois entiers, il me conduisait au Bouffon, à un concert, à un bal, où j'espérais rencontrer une maîtresse. Une maîtresse, c'était pour moi l'indépendance. Mais honteux et timide, ne sachant point l'idiome des salons, et n'y connaissant personne, j'en revenais le cœur toujours aussi neuf, et tout aussi gonflé de désir. Puis le lendemain, bridé comme un cheval d'escadron par mon père, dès le matin je retournais chez un avoué, au droit, au palais. Vouloir m'écarter de la route uniforme que mon père m'avait tracée, c'eût été m'exposer à sa colère. Il m'avait menacé de m'embarquer à ma première faute, en qualité de mouse pour les Antilles. Aussi me prenait-il un horrible frisson quand par hasard j'osais m'aventurer, pendant 1 heure ou 2, dans quelque partie de plaisir. Figure-toi l'imagination la plus vagabonde, le cœur le plus amoureux, l'âme la plus tendre, l'esprit le plus poétique, sans cesse en présence de l'homme le plus caillouteux, le plus atrabilaire, le plus froid du monde. Enfin, marie une jeune fille à un squelette, et tu comprendras l'existence dont les scènes curieuses ne peuvent que être dites. Projets de fuites évanouis à l'aspect de mon père, désespoir calmé par le sommeil, désir comprimé, sombre mélancolie dissipée par la musique. J'exhalais mon malheur en mélodie. Beethoven ou Mozart furent souvent mes discrets confidents. Aujourd'hui, je souris en me souvenant de tous les préjugés qui troublaient ma conscience à cette époque d'innocence et de vertu. Si j'avais mis le pied chez un restaurateur, je me serais cru ruiné. Mon imagination me faisait considérer un café comme un lieu de débauche, où les hommes se perdaient d'honneur et engageaient leur fortune. Quant à risquer de l'argent au jeu, il aurait fallu en avoir. Oh, quand je devrais t'endormir, je veux te raconter l'une des plus terribles joies de ma vie. Une de ces joies armées de griffes et qui s'enfoncent dans notre cœur comme un fer chaud sur l'épaule d'un forçat.
J'étais au bal chez le duc de Navarin, cousin de mon père. Mais pour que tu puisses parfaitement comprendre ma position, apprends que j'avais un habit râpé, des souliers mal faits, une cravate de cocher et des gants déjà portés. Je me mis dans un coin afin de pouvoir tout à mon aise prendre des glaces et contempler les jolies femmes. Mon père m'aperçut. Par une raison que je n'ai jamais devinée, tant cet acte de confiance m'abasourdit, il me donna sa bourse et ses clés à garder. À 10 pas de moi, quelques hommes jouaient. J'entendais frétiller l'or. J'avais 20 ans. Je souhaitais passer une journée entière plongée dans les crimes de mon âge. C'était un libertinage d'esprit dont l'analogue ne se trouverait ni dans les caprices de courtisanes, ni dans les songes des jeunes filles. Depuis 1 an, je me rêvais bien mis, en voiture, ayant une belle femme à mes côtés, tranchant du Seigneur, dînant chez Véry, allant le soir au spectacle, décidé à ne revenir que le lendemain chez mon père. Mais armé contre lui d'une aventure plus intriguée que ne l'est le mariage de Figaro, et de laquelle il lui aurait été impossible de se dépêtrer. J'avais estimé toute cette joie 50 écus. N'étais-je pas encore sous le charme naïf de l'école buissonnière? J'allais donc dans un boudoir où, seuls les yeux cuisants, les doigts tremblants, je comptais l'argent de mon père. 100 écus. Évoqués par cette somme, les joies de mon escapade apparurent devant moi, dansant comme les sorcières de Macbeth autour de leur chaudière, mais alléchantes, frémissantes, délicieuses. Je devins un coquin déterminé. Sans écouter ni les tintements de mon oreille, ni les battements précipités de mon cœur, je pris 2 pièces de 20 francs que je vois encore. Leur millésime était effacé, et la figure de Bonaparte y grimaçait. Après avoir mis la bourse dans ma poche, je revins vers une table de jeu en tenant les 2 pièces d'or dans la paume humide de ma main, et je rôdai autour des joueurs comme un émouché au-dessus d'un poulailler. En proie à des angoisses inexprimables, je jetai soudain un regard translucide autour de moi. Certain de n'être aperçu par aucune personne de connaissance, je pariai pour un petit homme gras et réjoui, sur la tête duquel j'accumulai plus de prières et de vœux qu'il ne s'en fait en mer pendant 3 tempêtes. Puis, avec un instinct de scélératesse ou de machiavélisme surprenant à mon âge, j'allais me planter près d'une porte, regardant à travers les salons sans y rien voir. Mon âme et mes yeux voltigeaient autour du fatal tapis vert. De cette soirée date la première observation physiologique à laquelle j'ai dû cette espèce de pénétration qui m'a permis de saisir quelques mystères de notre double nature. Je tournai le dos à la table où se disputait mon futur bonheur d'autant plus profond peut-être qu'il était criminel. Entre les 2 joueurs et moi, il se trouvait une haie d'hommes, épaisse de 4 ou 5 rangées de causeurs. Le bourdonnement des voix empêchait de distinguer le son de l'or qui se mêlait au bruit de l'orchestre. Malgré tous ces obstacles, par un privilège accordé aux passions qui leur donnent le pouvoir d'anéantir l'espace et le temps, j'entendais distinctement les paroles des 2 joueurs, je connaissais leurs points, je savais celui des 2 qui retournait le roi comme si j'eusse vu les cartes. Enfin, à 10 pas du jeu, je pâlissais de ses caprices. Mon père passa devant moi tout à coup. Je compris alors cette parole de l'Écriture. L'Esprit de Dieu passa devant sa face. J'avais gagné. À travers le tourbillon d'hommes qui gravitaient autour des joueurs, j'accourus à la table en m'y glissant avec la dextérité d'une anguille qui s'échappe par la maille rompue d'un filet. De douloureuses, mes fibres devinrent joyeuses. J'étais comme un condamné qui, marchant au supplice, a rencontré le roi. Par hasard, un homme décoré réclama 40 francs qui manquaient. Je fus soupçonné par des yeux inquiets, je pâlis, et des gouttes de sueur sillonnèrent mon front. Le crime d'avoir volé mon père me parut bien vengé. Le bon gros petit homme dit alors d'une voix certainement angélique « Tous ces messieurs avaient mis » et paya les 40 francs. Je relevai mon front et jetai des regards triomphants sur les joueurs. Après avoir réintégré dans la bourse de mon père l'or que j'y avais pris, je laissai mon gain à ce digne et honnête monsieur qui continua de gagner. Dès que je me vis possesseur de 160 francs, je les enveloppai dans mon mouchoir de manière à ce qu'ils ne pussent ni remuer, ni sonner pendant notre retour au logis, et ne jouaient plus. « Que faisiez-vous au jeu » me dit mon père en entrant dans le fiacre. « Je regardais, répondis-je en tremblant. »« Mais, reprit mon père, il n'y aurait eu rien d'extraordinaire à ce que vous eussiez été forcé par amour-propre à mettre quelque argent sur le tapis. Aux yeux des gens du monde, vous paraissez assez âgé pour avoir le droit de commettre des sottises. Aussi vous excuserais-je, Raphaël, si vous étiez servi de ma bourse. » Je ne répondis rien. Quand nous fûmes de retour, je rendis à mon père ses clés et son argent. En rentrant dans sa chambre, il vida la bourse sur sa cheminée, compta l'or, se tourna vers moi d'un air assez gracieux, et me dit en séparant chaque phrase par une pause plus ou moins longue et significative : « Mon fils, vous avez bientôt 20 ans.
Je suis content de vous. Il vous faut une pension, ne fût-ce que pour vous apprendre à économiser, à connaître les choses de la vie. Dès ce soir, je vous donnerai 100 francs par mois. Vous disposerez de votre argent comme il vous plaira. Voici le premier trimestre de cette année. Ajouta-t-il en caressant une pile d'or comme pour vérifier la somme. J'avoue que je fus près de me jeter à ses pieds, de lui déclarer que je n'étais qu'un brigand, un infâme, et, pis que cela, un menteur. La honte me retint, j'allais l'embrasser. Il me repoussa faiblement. Maintenant tu es un homme, mon enfant, me dit-il. Ce que je fais est une chose simple et juste, dont tu ne dois pas me remercier. Si j'ai droit à votre reconnaissance, Raphaël, reprit-il d'un ton doux mais plein de dignité, c'est pour avoir préservé votre jeunesse des malheurs qui dévorent tous les jeunes gens à Paris. Désormais, nous serons nos amis. Vous deviendrez dans un an docteur en droit. Vous avez, non sans quelques déplaisirs et certaines privations, acquis les connaissances solides et l'amour du travail si nécessaires aux hommes appelés à manier les affaires. Apprenez, Raphaël, à me connaître. Je ne veux faire de vous ni un avocat, ni un notaire, mais un homme d'État, qui puisse devenir la gloire de notre pauvre maison. À demain, ajouta-t-il, en me renvoyant par un geste mystérieux. Dès ce jour, mon père m'initia franchement à ses projets. J'étais fils unique, et j'avais perdu ma mère depuis 10 ans. Autrefois peu flatté d'avoir le droit de labourer la terre, l'épée au côté, mon père, chef d'une maison historique, à peu près oubliée en Auvergne, vint à Paris pour y lutter avec le diable. Doué de cette finesse qui rend les hommes du midi de la France si supérieurs quand ils se trouvent accompagnés d'énergie, il était parvenu sans grand appui à prendre position au cœur même du pouvoir. La Révolution renversa bientôt sa fortune, mais il avait su épouser l'héritière d'une grande maison, et s'était vu sous l'Empire au moment de restituer à notre famille son ancienne splendeur. La Restauration, qui rendit à ma mère des biens considérables, ruina mon père. Ayant jadis acheté plusieurs terres données par l'empereur à ses généraux et situées en pays étrangers, il se battait depuis 10 ans avec des liquidateurs et des diplomates, avec les tribunaux prussiens et bavarois, pour se maintenir dans la possession contestée de ces malheureuses dotations. Mon père me jeta dans le labyrinthe inextricable de ce vaste procès d'où dépendait notre avenir. Nous pouvions être condamnés à restituer les revenus, ainsi que le prix de certaines coupes de bois faites de 1814 à 1816. Dans ce cas, le bien de ma mère suffisait à peine pour sauver l'honneur de notre nom. Ainsi, le jour où mon père parut en quelque sorte m'avoir émancipé, je tombai sous le joug le plus odieux. Je dus combattre comme sur un champ de bataille, travailler nuit et jour, aller voir des hommes d'État, tâcher de surprendre leur religion, tenter de les intéresser à notre affaire, les séduire, eux, leurs femmes, leurs valets, leurs chiens, et déguiser cet horrible métier sous des formes élégantes, sous d'agréables plaisanteries. Je compris tous les chagrins dont l'empreinte flétrissait la figure de mon père. Pendant une année environ, je menai donc en apparence la vie d'un homme du monde, mais cette dissipation et mon empressement à me lier avec des parents en faveur ou avec des gens qui pouvaient nous être utiles cachaient d'immenses travaux. Mes divertissements étaient encore des plaidoiries, et mes conversations des mémoires. Jusque-là, j'avais été vertueux par l'impossibilité de me livrer à mes passions de jeune homme, mais craignant alors de causer la ruine de mon père ou la mienne par une négligence, je devins mon propre despote, et n'osai me permettre ni un plaisir ni une dépense. Lorsque nous sommes jeunes, quand à force de froissement, les hommes et les choses ne nous ont point encore enlevé cette délicate fleur de sentiment, cette verdeur de pensée, cette noble pureté de conscience qui ne nous laisse jamais transiger avec le mal, nous sentons vivement nos devoirs. Notre honneur parle haut et se fait écouter. Nous sommes francs et sans détour. Ainsi étais-je alors. Je voulus justifier la confiance de mon père. Naguère, je lui aurais dérobé délicieusement une chétive somme, mais portant avec lui le fardeau de ses affaires, de son nom, de sa maison, je lui eusse donné secrètement mes biens, mes espérances, comme je lui sacrifiais mes plaisirs, heureux même de mon sacrifice. Aussi, quand M. de Villèle exhuma, tout exprès pour nous, un décret impérial sur les déchéances, et nous eut ruinés, signai-je la vente de mes propriétés, n'en gardant qu'une île sans valeur, située au milieu de la Loire, et où se trouvait le tombeau de ma mère. Aujourd'hui, peut-être, les arguments, les détours, les discussions philosophiques, philanthropiques et politiques ne me manqueraient pas pour me dispenser de faire ce que mon avoué nommait une bêtise. Mais à 21 ans, nous sommes, je le répète, toute générosité, toute chaleur, tout amour. Les larmes que je vis dans les yeux de mon père furent alors pour moi la plus belle des fortunes, et le souvenir de ces larmes a souvent consolé ma misère. 10 mois après avoir payé ses créanciers,
Mon père mourut de chagrin. Il m'adorait et m'avait ruiné. Cette idée le tua. En 1826, à l'âge de 22 ans, vers la fin de l'automne, je suivis tout seul le convoi de mon premier ami, de mon père. Peu de jeunes gens se sont trouvés, seuls avec leurs pensées derrière un corbillard, perdus dans Paris sans avenir, sans fortune. Les orphelins recueillis par la charité publique ont au moins pour avenir le champ de bataille, pour père le gouvernement ou le procureur du roi, pour refuge un hospice. Moi je n'avais rien. 3 mois après, un commissaire-priseur me remit 1112 francs, produit net et liquide de la succession paternelle. Des créanciers m'avaient obligé à vendre notre mobilier. Accoutumé dès ma jeunesse à donner une grande valeur aux objets de luxe dont j'étais entouré, je ne pus m'empêcher de marquer une sorte d'étonnement à l'aspect de ce reliquat exigu. « Oh !» me dit le commissaire-priseur, « tout cela était bien rococo !» Mot épouvantable qui flétrissait toutes les religions de mon enfance et me dépouillait de mes premières illusions, les plus chères de toutes. Ma fortune se résumait par un bordereau de vente. Mon avenir gisait dans un sac de toile qui contenait 1112 francs. La société me paraissait en la personne d'un huissier-priseur qui me parlait le chapeau sur la tête. Un valet de chambre qui me chérissait et à qui ma mère avait jadis constitué 400 francs de rente viagère, et Jonatas, me dit en quittant la maison d'où j'étais si souvent sorti joyeusement en voiture pendant mon enfance, « Soyez bien économe, monsieur Raphaël. » Il pleurait, le bonhomme. Tels sont, mon cher Émile, les événements qui maîtrisèrent ma destinée, modifièrent mon âme, et me placèrent jeune encore dans la plus fausse de toutes les situations sociales, dit Raphaël, après avoir fait une pause. Des liens de famille, mais faibles, m'attachaient à quelques maisons riches, dont l'accès m'eût été interdit par ma fierté, si le mépris et l'indifférence ne m'en eussent déjà fermé les portes. Quoique parent de personnes très influentes et prodigues de leur protection pour des étrangers, je n'avais ni parents ni protecteurs. Sans cesse arrêté dans ses expansions, mon âme s'était repliée sur elle-même. Plein de franchise et de naturel, je devais paraître froid, dissimulé. Le despotisme de mon père m'avait ôté toute confiance en moi. J'étais timide et gauche. Je ne croyais pas que ma voix pût exercer le moindre empire. Je me déplaisais. Je me trouvais laid. J'avais honte de mon regard. Malgré la voix intérieure qui doit soutenir les hommes de talent dans leur lutte, et qui me criait « Courage, marche !» malgré les révélations soudaines de ma puissance dans la solitude, malgré l'espoir dont j'étais animé en comparant les ouvrages nouveaux admirés du public à ceux qui voltigeaient dans ma pensée, je doutais de moi comme un enfant. J'étais la proie d'une excessive ambition, je me croyais destiné à de grandes choses, et je me sentais dans le néant. J'avais besoin des hommes, et je me trouvais sans amis. Je devais me frayer une route dans le monde, et j'y restais seul, moins craintif que honteux. Pendant l'année où je fus jeté par mon père dans le tourbillon de la grande société, j'y vins avec un cœur neuf, avec une âme fraîche. Comme tous les grands enfants, j'aspirais secrètement à de belles amours. Je rencontrai parmi les jeunes gens de mon âge une secte de fanfarons qui allaient tête levée, disant des riens, s'asseyant sans trembler près des femmes qui me semblaient les plus imposantes, débitant des impertinences, mâchant le bout de leur canne, minaudant, se prostituant à eux-mêmes les plus jolies personnes, mettant ou prétendant avoir mis leur tête sur tous les oreillers, ayant l'air d'être au refus du plaisir, considérant les plus vertueuses, les plus prudes, comme de prises faciles, et pouvant être conquises à la simple parole, au moindre geste hardi, par le premier regard insolent. Je te le déclare, en mon âme et conscience, la conquête du pouvoir ou d'une grande renommée littéraire me paraissait un triomphe moins difficile à obtenir qu'un succès auprès d'une femme de haut rang, jeune, spirituelle et gracieuse. Je trouvais donc les troubles de mon cœur, mes sentiments, mes cultes en désaccord avec les maximes de la société. J'avais de la hardiesse, mais dans l'âme seulement, et non dans les manières. J'ai su plus tard que les femmes ne voulaient pas être mendiées. J'en ai beaucoup vu que j'adorais de loin, auxquelles je livrais un cœur à toute épreuve, une âme à déchirer, une énergie qui ne s'effrayait ni des sacrifices ni des tortures. Elles appartenaient à des sots de qui je n'aurais pas voulu pour portier. Combien de fois, muet et immobile, n'ai-je pas admiré la femme de mes rêves, surgissant dans un bal? Dévouant alors en pensée mon existence à des caresses éternelles, j'imprimais toutes mes espérances en un regard, et lui offrais dans mon extase un amour de jeune homme qui courait au-devant des tromperies. En certains moments, j'aurais donné ma vie pour une seule nuit. Eh bien, n'ayant jamais trouvé d'oreille où jeter mes propos passionnés, de regard où reposaient les miens, de cœur pour mon cœur,
J'ai vécu dans tous les tourments d'une impuissante énergie qui se dévorait elle-même, soit faute de hardiesse ou d'occasion, soit inexpérience. Peut-être ai-je désespéré de me faire comprendre, ou tremblé d'être trop compris. Et cependant j'avais un orage tout près, à chaque regard poli que l'on pouvait m'adresser. Malgré ma promptitude à prendre ce regard ou des mots en apparence affectueux, comme de tendres engagements, je n'ai jamais osé ni parler, ni me taire à propos. À force de sentiments, ma parole était insignifiante, et mon silence devenait stupide. J'avais sans doute trop de naïveté pour une société factice qui vit aux lumières, qui rend toutes ses pensées par des phrases convenues, ou par des mots que dicte la mode. Puis je ne savais point parler en me taisant, ni me taire en parlant. Enfin, gardant en moi des feux qui me brûlaient, ayant une âme semblable à celle que les femmes souhaitent de rencontrer, en proie à cette exaltation dont elles sont avides, possédant l'énergie dont se vantent les sots, toutes les femmes m'ont été traîtreusement cruelles. Aussi, admirais-je naïvement les héros de coterie, quand ils célébraient leur triomphe sans les soupçonner de mensonges. J'avais sans doute le tort de désirer un amour sur parole, de vouloir trouver grande et forte dans un cœur de femme frivole et légère, affamée de luxe, ivre de vanité, cette passion large, cet océan qui battait tempétueusement dans mon cœur. Oh, se sentir né pour aimer, pour rendre une femme bien heureuse, et n'avoir trouvé personne, pas même une courageuse et noble Marceline, ou quelque vieille marquise. Porter des trésors dans une besace, et ne pouvoir rencontrer une enfant, quelque jeune fille curieuse pour les lui faire admirer. J'ai souvent voulu me tuer de désespoir. « Joliment tragique ce soir !» s'écria Émile. « Eh, laisse-moi condamner ma vie !» répondit Raphaël. « Si ton amitié n'a pas la force d'écouter mes élégies, si tu ne peux me faire crédit d'une demi-heure d'ennui, dors, mais ne me demande plus alors compte de mon suicide qui gronde, qui se dresse, qui m'appelle et que je salue. Pour juger un homme, au moins faut-il être dans le secret de sa pensée, de ses malheurs, de ses émotions. Ne vouloir connaître de sa vie que les événements matériels, c'est faire de la chronologie, l'histoire des sots. » Le ton amer avec lequel ces paroles furent prononcées frappa si vivement Émile que dès ce moment, il prêta toute son attention à Raphaël en le regardant d'un air hébété. « Mais, reprit le narrateur, maintenant la lueur qui colore ces accidents leur prête un nouvel aspect. L'ordre des choses que je considérais jadis comme un malheur a peut-être engendré les belles facultés dont plus tard je me suis enorgueilli. La curiosité philosophique, les travaux excessifs, l'amour de la lecture qui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à mon entrée dans le monde, ont constamment occupé ma vie, ne m'auraient-ils pas doué de la facile puissance avec laquelle, s'il faut vous en croire, je sais rendre mes idées et marcher en avant dans le vaste champ des connaissances humaines? L'abandon auquel j'étais condamné, l'habitude de refouler mes sentiments et de vivre dans mon cœur, ne m'ont-ils pas investi du pouvoir de comparer, de méditer? En ne se perdant pas au service des irritations mondaines qui rapetissent la plus belle âme et la réduisent à l'état de guenille, ma sensibilité ne s'est-elle pas concentrée pour devenir l'organe perfectionné d'une volonté plus haute que le pouvoir de la passion, que le vouloir de la passion? Méconnu par les femmes, je me souviens de les avoir observées avec la sagacité de l'amour dédaigné. Maintenant, je le vois, la sincérité de mon caractère a dû déplaire. Peut-être les femmes veulent-elles un peu d'hypocrisie? Moi qui suis tour à tour dans la même heure, homme et enfant, futile et penseur, sans préjugés et plein de superstitions. Souvent, femmes comme elles, n'ont-elles pas dû prendre ma naïveté pour du cynisme, et la pureté même de ma pensée pour du libertinage? La science leur était d'ennui, la langueur féminine faiblesse. Cette excessive mobilité d'imagination, le malheur des poètes, me faisait sans doute juger comme un être incapable d'amour, sans constance dans les idées, sans énergie. Idiot quand je me taisais, je les effarouchais peut-être quand j'essayais de leur plaire, et les femmes m'ont condamné. J'ai accepté dans les larmes et le chagrin l'arrêt porté par le monde. Cette peine a produit son fruit. Je voulus me venger de la société, je voulus posséder l'âme de toutes les femmes en me soumettant les intelligences, et voir tous les regards fixés sur moi quand mon nom serait prononcé par un valet à la porte d'un salon. Je m'instituai grand homme. Dès mon enfance, je m'étais frappé le front en me disant comme André de Chénier, « Il y a quelque chose là. » Je croyais sentir en moi une pensée à exprimer, un système à établir, une science à expliquer. Oh mon cher Émile, aujourd'hui que j'ai 26 ans à peine, que je suis sûr de mourir inconnu, sans avoir jamais été l'amant de la femme que j'ai rêvé de posséder, laisse-moi te conter mes folies. N'avons-nous pas tous, plus ou moins, pris nos désirs pour des réalités?
Ah, je ne voudrais point pour ami d'un jeune homme qui, dans ses rêves, ne se serait pas tressé des couronnes, construit quelques piédestals, ou donné de complaisantes maîtresses. Moi, j'ai souvent été général, empereur, j'ai été Byron, puis rien. Après avoir joué sur le fait des choses humaines, je m'apercevais que toutes les montagnes, toutes les difficultés restaient à gravir. Cet immense amour-propre qui bouillonnait en moi, cette croyance sublime à une destinée, et qui devient du génie peut-être, quand un homme ne se laisse pas déchiqueter l'âme par le contact des affaires aussi facilement qu'un mouton abandonne sa laine aux épines des alliés où il passe, tout cela me sauva. Je voulus me couvrir de gloire et travailler dans le silence pour la maîtresse que j'espérais avoir un jour. Toutes les femmes se résumaient par une seule, et cette femme, je croyais la rencontrer dans la première qui s'offrait à mes regards. Mais voyant une reine dans chacune d'elles, toutes devaient, comme les reines qui sont obligées de faire des avances à leurs amants, venir au-devant de moi, souffreteux, pauvres et timides. Ah, pour celle qui m'eût plaint, j'avais dans le cœur tant de reconnaissance outre l'amour que je l'eusse adorée pendant toute sa vie. Plus tard, mes observations m'ont appris de cruelles vérités. Ainsi, mon cher Émile, je risquais de vivre éternellement seul. Les femmes sont habituées par je ne sais quelle pente de leur esprit à ne voir dans un homme de talent que ses défauts, et dans un sot que ses qualités. Elles éprouvent de grandes sympathies pour les qualités du sot, qui sont une flatterie perpétuelle de leurs propres défauts, tandis que l'homme supérieur ne leur offre pas assez de jouissance pour compenser ses imperfections. Le talent est une fièvre intermittente. Nulle femme n'est jalouse d'en partager seulement les malaises. Toutes, elles veulent trouver dans leur allemand des motifs de satisfaire leur vanité. C'est elles encore qu'elles aiment en nous. Un homme pauvre, fier, artiste, doué du pouvoir de créer, n'est-il pas armé d'un blessant égoïsme? Il existe autour de lui je ne sais quel tourbillon de pensée dans lequel il enveloppe tout, même sa maîtresse, qui doit en suivre le mouvement. Une femme adulée peut-elle croire à l'amour d'un tel homme? Ira-t-elle le chercher? Cet amant n'a pas le loisir de s'abandonner autour d'un divan à ces petites singeries de sensibilité auxquelles les femmes tiennent tant et qui sont le triomphe des gens faux et insensibles. Le temps manque à ses travaux. Comment en dépenserait-il à se rapetisser, à se chamarrer? Prêt à donner ma vie d'un coup, je ne l'aurais pas avilie en détail. Enfin, il existe, dans le manège d'un agent de change qui fait les commissions d'une femme pâle et minaudière, je ne sais quoi de mesquin, dont a horreur l'artiste. L'amour abstrait ne suffit pas à un homme pauvre et grand, il en veut tous les dévouements. Les petites créatures qui passent leur vie à essayer des cachemires ou qui se font les porte-manteaux de la mode n'ont pas de dévouement, elles en exigent et voient dans l'amour le plaisir de commander, non celui d'obéir. La véritable épouse en cœur, en chair et en os, se laisse traîner là où va celui qui en réside sa vie, sa force, sa gloire, son bonheur. Aux hommes supérieurs, il faut des femmes orientales, dont l'unique pensée soit l'étude de leurs besoins, car pour eux, le malheur est dans le désaccord de leurs désirs et des moyens. Moi qui me croyais homme de génie, j'aimais précisément ces petites maîtresses. Nourrissant des idées si contraires aux idées reçues, ayant la prétention d'escalader le ciel sans échelle, possédant des trésors qui n'avaient pas cours, armés de connaissances étendues qui surchargeaient ma mémoire et que je n'avais pas encore classées, que je ne m'étais point assimilé, me trouvant sans parents, sans amis, seul au milieu du plus affreux désert, un désert pavé, un désert animé, pensant, vivant, où tout vous est bien plus qu'ennemi, indifférent. La résolution que je pris était naturelle, quoique folle. Elle comportait je ne sais quoi d'impossible qui me donna du courage. Ce fut comme un parti, fait avec moi-même, et où j'étais le joueur et l'enjeu. Voici mon plan. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans, et je m'accordai ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui pût attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune ou un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de lait, comme un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le monde des livres et des idées, dans une sphère inaccessible au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail et de silence où, comme les chrysalides, je me bâtissais une tombe pour renaître brillant et glorieux. J'allais risquer de mourir pour vivre. En réduisant l'existence à ses vrais besoins, au strict nécessaire, je trouvai que 365 francs par an devaient suffire à ma pauvreté. En effet, cette maigre somme a satisfait ma vie, tant que j'ai voulu subir ma propre discipline claustrale. « C'est impossible !» s'écria Émile. « J'ai vécu près de 3 ans ainsi, » répondit Raphaël avec une sorte de fierté. « Comptons, » reprit-il. 3 sous de pain, 2 sous de lait, 3 sous de charcuterie m'empêchaient de mourir de faim, et tenaient mon esprit dans un état de lucidité singulière. J'ai observé, tu le sais,
de merveilleux effets produits par la diète sur l'imagination. Mon logement me coûtait 3 sous par jour, je brûlais pour 3 sous d'huile par nuit, je faisais moi-même ma chambre, je portais des chemises de flanelle pour ne dépenser que 2 sous de blanchissage par jour. Je me chauffais avec du charbon de terre, dont le prix divisé par les jours de l'année n'a jamais donné plus de 2 sous pour chacun. J'avais des habits, du linge, des chaussures pour 3 années. Je ne voulais m'habiller que pour aller à certains cours publics et aux bibliothèques. Ces dépenses réunies ne faisaient que 18 sous. Il me restait 2 sous pour les choses imprévues. Je ne me souviens pas d'avoir, pendant cette longue période de travail, passé le pont des Arts, ni d'avoir jamais acheté d'eau. J'allais en chercher le matin à la fontaine de la place Saint-Michel, au coin de la rue des Grès. Oh, je portais ma pauvreté fièrement. Un homme qui preste un bel avenir marche dans sa vie de misère comme un innocent conduit au supplice. Il n'a point honte. Je n'avais pas voulu prévoir la maladie. Comme Aquilina, j'envisageais l'hôpital sans terreur. Je n'ai pas douté un moment de ma bonne santé. D'ailleurs, le pauvre ne doit se coucher que pour mourir. Je me coupais les cheveux, jusqu'au moment où un ange d'amour ou de bonté... Mais je ne veux pas anticiper sur la situation à laquelle j'arrive. Apprends seulement, mon cher ami, qu'à défaut de maîtresse, je vécus avec une grande pensée, avec un rêve, un mensonge auquel nous commençons tous par croire plus ou moins. Aujourd'hui, je ris de moi, de ce moi peut-être saint et sublime, qui n'existe plus. La société, le monde, nos usages, nos mœurs, vus de près, m'ont révélé le danger de ma croyance innocente et la superfluité de mes fervents travaux. Ces approvisionnements sont inutiles à l'ambitieux. Que léger soit le bagage de qui poursuit la fortune. La faute des hommes supérieurs est de dépenser leurs jeunes années à se rendre dignes de la faveur. Pendant que les pauvres gens thésaurisent, et leur force et la science pour porter sans effort le poids d'une puissance qui les fuit, les intrigants riches de mots et dépourvus d'idées vont et viennent, surprennent les sots, et se logent dans la confiance des dominiers. Les uns étudient, les autres marchent, les uns sont modestes, les autres hardis. L'homme de génie tait son orgueil, l'intrigant arbore le sien. Il doit arriver nécessairement. Les hommes du pouvoir ont si fort besoin de croire au mérite tout fait, au talent effronté, qu'il y a chez le vrai savant de l'enfantillage à espérer les récompenses humaines. Je ne cherche certes pas à paraphraser les lieux communs de la vertu, le cantique des cantiques éternellement chantés par les génies méconnus. Je veux déduire logiquement la raison des fréquents succès obtenus par les hommes médiocres. Hélas, l'étude est si maternellement bonne qu'il y a peut-être crime à lui demander des récompenses autres que les pures et douces joies dont elle nourrit ses enfants. Je me souviens d'avoir quelquefois trempé gaiement mon pain dans mon lait, assis auprès de ma fenêtre en y respirant l'air, en laissant planer mes yeux sur un paysage de toits bruns, grisâtres, rouges, en ardoise, en tuiles, couverts de mousses jaunes ou vertes. Si d'abord cette vue me parut monotone, j'y découvris bientôt de singulières beautés. Tantôt le soir, des raies lumineuses, parties des volets mal fermés, nuançaient et animaient les noires profondeurs de ce pays original. Tantôt les lueurs pâles des réverbères projetaient d'en bas des reflets jaunâtres à travers le brouillard, et accusaient faiblement dans les rues les ondulations de ces toits pressés, océans de vagues immobiles. Enfin, parfois, de rares figures apparaissaient au milieu de ce morne désert, parmi les fleurs de quelques jardins aériens. J'entrevoyais le profil anguleux et crochu d'une vieille femme, arrosant des capucines, ou dans le cadre d'une lucarne pourrie, quelques jeunes filles faisant sa toilette, se croyant seules, et de qui je ne pouvais apercevoir que le beau front et les longs cheveux élevés en l'air par un joli bras blanc. J'admirais dans les gouttières quelques végétations éphémères, pauvres herbes bientôt emportées par un orage. J'étudiais les mousses, leur couleur ravivée par la pluie, et qui sous le soleil se changeaient en un velours sec et brun à reflets capricieux. Enfin, les poétiques et fugitifs effets du jour, les tristesses du brouillard, les soudains pétillements du soleil, le silence et les magies de la nuit, les mystères de l'aurore, les fumées de chaque cheminée, tous les accidents de cette singulière nature devenue familier pour moi, me divertissaient. J'aimais ma prison, elle était volontaire. Ces savanes de Paris, formées par des toits nivelés comme une plaine, mais qui couvraient des abîmes peuplés, allaient à mon âme et s'harmoniaient avec mes pensées. Il est fatigant de retrouver brusquement le monde quand nous descendons des hauteurs célestes où nous entraînent les méditations scientifiques. Aussi, ai-je alors parfaitement conçu la nudité des monastères. Quand je fus bien résolu à suivre mon nouveau plan de vie, je cherchai mon logis dans les quartiers les plus déserts de Paris. Un soir, en revenant de l'Estrapade, je passai par la rue des Cordiers pour retourner chez moi. À l'angle de la rue de Cluny, je vis une petite fille, d'environ 14 ans, qui jouait au volant avec une de ses camarades, et dont les rires et les espiègleries
amusait les voisins. Il faisait beau, la soirée était chaude, le mois de septembre durait encore. Devant chaque porte, des femmes assises devisaient comme dans une ville de province par un jour de fête. J'observai d'abord la jeune fille, dont la physionomie était d'une admirable expression, et le corps tout posé pour un peintre. C'était une scène ravissante. Je cherchais la cause de cette bonhomie au milieu de Paris, je remarquai que la rue n'aboutissait à rien, et ne devait pas être très passante. En me rappelant le séjour de Jean-Jacques Rousseau dans ce lieu, je trouvai l'hôtel Saint-Quentin. Le délabrement dans lequel il était me fit espérer d'y rencontrer un gîte peu coûteux, et je voulus le visiter. En entrant dans une chambre basse, je vis les classiques flambeaux de cuivre garnis de leurs chandelles, méthodiquement rangés au-dessus de chaque clé, et fus frappé de la propreté qui régnait dans cette salle ordinairement assez mal tenue dans les autres hôtels, et que je trouvais là peigné comme un tableau de genre. Son lit bleu, les ustensiles, les meubles avaient la coquetterie d'une nature de convention. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous passons à la pause. Et je suis désolé, je suis obligé de faire une pause un peu n'importe quand, puisque, vous l'aurez compris, ce chapitre, en tout cas pour le moment, se résume à Raphaël qui part en un énorme monologue pour vous dire à quel point je suis obligé de couper au hasard, entre guillemets. En gros, je voulais couper vers la page 107, pardon, je voulais couper vers la page 107, et de la page 102 à la page... À la page... Oh mon dieu. Ah ouais, c'est insane. De la page 102 à la page 120, il n'y a pas de retour à la ligne. Donc de la page 102 à la page 120, il y a entre guillemets pas de nouveaux paragraphes, quoi. Donc voilà, j'étais un peu obligé de couper en plein milieu de la tirade de Raphaël, désolé. J'espère que ça va pas trop nuire à la compréhension de l'histoire globale. Mais du coup, très particulier et très différent des deux premiers lives qu'on a fait sur la peau de chagrin ce soir, puisque là, on part sur totalement autre chose. On part sur Raphaël qui nous fait une espèce de déclamation de toute sa vie. Il nous fait tout l'historique des événements passés dans sa vie et de son état d'esprit. Et du coup, tout ça pour en venir à l'explication de son désespoir et de du pourquoi du comment. Il y a quelques heures seulement, il était sur le point de tenter de se suicider. Donc je trouve que c'est une mécanique un ressort structurel d'Honoré de Balzac assez bien trouvé et assez intéressant. Mais c'est vrai que pour le moment, on a peut-être l'impression de ne pas aller forcément quelque part, même si, moi perso, je trouve ça vachement intéressant de repasser dans le passé, de revoir tout ce passé de Raphaël, en plus raconté par lui, du coup il y a un petit peu de recul, parfois il nous fait lui-même des remarques sur ce qu'il a vécu. Et comme le dit Jumpy, bonsoir Jumpy, comme le dit Jumpy, je trouve que c'est hyper intéressant et qu'il dit des choses vraiment philosophiquement intéressantes. D'ailleurs, je devrais peut-être pas dire ça parce qu'il parle pas toujours très bien des femmes, mais personnellement j'ai l'impression, et c'est assez flippant même, j'ai l'impression d'être un copier-coller de ce personnage quasiment, enfin c'est assez insane. J'ai l'impression de me retrouver dans beaucoup de choses qu'il dit. Après je suppose que c'est souvent le cas. C'est la force de beaucoup d'œuvres artistiques de se retrouver dans l'œuvre. Mais c'est vrai que là, personnellement, j'ai l'impression d'avoir eu, entre guillemets, le même chemin de vie que Raphaël. C'est assez troublant. C'est assez troublant. Mais Jumpy, j'ai pas osé le dire. Ah. Donc toi aussi, Jumpy, tu trouves qu'il me ressemble? Bah déjà, rien que sur la couverture, on a le tableau de Gustave Courbet, Le Désespéré. Et je peux tout à fait le faire, quoi.
Ouais, non, ça fait genre que j'ai les yeux baissés, faut pas que je baisse les yeux. Hmm. Bref. Euh, mais ouais, c'est vrai que ouais, ça me parle vachement tout ce qui est en train d'être dit. Alors parfois je le trouve un petit peu incorrect, on va dire, avec certaines personnes. Mais en fait, disons que des fois il est détestable dans le sens où il n'hésite pas à se mettre en avant et à dire ouais, moi je suis un mec intelligent, enfin, je suis un mec supérieur, je suis doté d'une grande intelligence, je suis un génie, je suis au-dessus des sots, etc. Mais c'est vrai que je trouve toute sa réflexion vachement intéressante et je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, en tout cas moi ça m'est arrivé personnellement, d'avoir cette impression que c'est les gens qui en branlent le moins ou peut-être qui sont les plus sots qui réussissent le mieux. D'ailleurs, ça rejoint un peu. J'ai vu des vidéos sur ça récemment, c'est marrant. Et puis, c'est des réflexions personnelles que je m'étais déjà faites, mais le fait que les gens qui réfléchissent beaucoup n'osent pas spécialement se lancer, alors que les gens qui réfléchissent pas forcément beaucoup, eh ben, se lancent et ça réussit. Au final, ça rejoint un petit peu ce mode de pensée. C'est assez. Franchement, je trouve ça assez bien vu et assez intéressant. Et en fait, je trouve ça d'autant plus intéressant. En fait, voilà, c'est là où je veux en venir surtout, c'est que je trouve ça d'autant plus intéressant d'avoir ça dans le roman d'Honoré de Balzac que je trouve que c'est une figure de héros pas très glorieuse. Euh, Pas très glorieuse, bah lui-même arrête pas de dire qu'il est constamment dans la honte, etc. Donc c'est une figure de héros pas très glorieuse et qu'on n'a pas, je trouve, l'habitude de voir en tant que héros de roman. Euh, mais, euh, mais malgré tout, je la trouve très véridique, entre guillemets, quoi. Un Jumpy, franchement, j'ai beaucoup aimé la partie juste après les femmes. Je vois pas de quoi tu parles exactement, mais... Attends. Le fait que... ah oui, ça, pareil, je me retrouve un petit peu dans ce message-là, mais... Le fait qu'il préfère vivre dans la misère, mais tenter de vivre selon ses principes et ses préceptes, et pas ce que la société lui impose, c'est ça? Quand il parle de son vœu de pauvreté. Ouais, bah ouais. Ouais, pareil, je me suis pas mal retrouvé dans ce truc-là aussi. Euh, ouais, pareil, j'aime assez bien ce message aussi. Mais c'est vrai que c'est bizarre en fait, c'est très bizarre. Et c'est d'autant plus étrange que, en général, quand je fais des lectures, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire d'ailleurs, parce que, en général, par exemple, dans le travail d'actorat, par exemple, les acteurs vont souvent dire qu'ils mettent de leur vie personnelle dans l'œuvre pour pouvoir bien le restituer, pour pouvoir bien le jouer. Mais moi, c'est bien ce que je répète depuis longtemps. Je j'ai pas du tout visé comment dire, à faire l'acteur entre guillemets. Là, je vous fais la lecture, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et pour le coup, en général, je split énormément. Comment dire, j'ai la faculté dans ma vie en général de facilement splitter et compartimenter vie publique, vie privée, etc. Travail et perso et ainsi de suite. Donc en général dans les lectures, je me laisse pas du tout euh, comment dire détourner ou divertir par des pensées qui me viendraient comme ça. Mais c'est vrai que là pendant cette lecture, bah il y avait beaucoup de choses qui me parlaient et qui me rappelaient des moments de ma vie et du coup pendant cette lecture, j'étais beaucoup en train de me dire tiens, ça me rappelle ça. Et à un moment, je me suis dit, ça je me le suis déjà dit 3 4 fois en live, mais bon, je me suis dit, faudrait pas que ça continue parce que sinon je vais chialer en live et c'est pas trop cool. Mais bon, euh, c'était arrivé, je crois. C'est arrivé une fois, je crois que je pleure en live, je sais même plus. Je crois que j'avais pas pleuré, mais que j'étais très ému. C'était sur la lecture d'Alice au Pays des Merveilles, je crois. Le chapitre du Chevalier Blanc qui m'avait très ému.
En tout cas, Jumpy, tout à l'heure, tu disais que je lisais magnifiquement bien ce soir. Merci, et merci de me rassurer parce que j'avais plutôt l'impression de lire très mal ce soir, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, Princess Crow, merci d'être passé faire coucou, je pense pas que tu sois là, mais bon. Merci d'être passé faire coucou, ça fait plaisir. En ce moment, je suis pas trop en forme, donc j'ai essayé d'écouter la rediff, j'ai eu du mal à me concentrer, mais je vais recommencer parce que ça m'intrigue. Ok, bah franchement, moi, pour le moment, je trouve que cette lecture est vraiment sympa. En tout cas, elle est vraiment à mon goût, après, elle sera pas forcément du goût de chacun. Mais moi, je la trouve vraiment sympa et j'ai hâte de voir la suite. Ouais, Jumpy, enfin, il me semble, hein, je dis peut-être des conneries, mais il me semble que sur la lecture d'Alice au Pays des Merveilles, le chapitre du Chevalier Blanc, ça m'avait ému quasiment aux larmes. En tout cas, je me rappelle que j'avais eu les larmes qui montaient aux yeux et que j'avais dû me réfréner. Mais ouais, ce chapitre me faisait quelque chose. Je me rappelle avoir eu la voix, pas la voix cassée, mais la voix coupée, quoi. Poum, poum, poum. Généralement, on a des goûts assez proches, donc c'est bon. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors par contre, il continue de pleuvoir. J'espère d'ailleurs que vous ne l'entendez pas trop au micro. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait, ça m'embêterait. Et j'espère surtout que bah, y a pas un orage qui va se déclarer pendant la deuxième moitié de lecture. Donc là, je suis à la page 107 et je vais essayer de continuer encore une fois 20 pages, donc à la page 127. Je vais essayer de m'arrêter à un endroit opportun, mais j'avoue que j'en vois pas trop, hein. On verra ça là-bas. Ouais, on verra ça quand on y sera, mais j'ai peur de ne pas savoir trouver. De toute manière, je pense que je serai obligé de faire comme la dernière fois. C'est-à-dire que je vais être obligé de couper en plein milieu d'un paragraphe, entre guillemets. Enfin, d'une tirade plutôt, entre deux paragraphes quand même. Et que du coup, au live prochain, je relirai une page en arrière pour rattacher les wagons plus facilement à la rediffusion. Je pense que ça sera pas plus mal. Et d'ailleurs, j'en profite, dernière chose avant qu'on ne reprenne la lecture, mais juste je le vois et j'ai oublié de le dire tout à l'heure. J'en profite, on a dépassé les 7000 vues sur la chaîne Twitch. Merci, chers amis, ça me fait extrêmement plaisir. 7000 vues, ça commence à être vraiment un nombre assez important et ça me fait très très plaisir. Donc merci beaucoup, les amis. D'ailleurs, on a dépassé les 7000 vues sur la chaîne Twitch et quasiment concomitamment, on devrait dépasser les 70 000 vues sur la chaîne YouTube. Je crois qu'on arrive aux 70 000 vues dans la semaine, un truc comme ça, je pense. Euh, et là, je me tâte vachement. Alors attendez. Je me tâte vachement à poursuivre le live parce que mon logiciel de streaming m'indique qu'il y a des pertes d'image et qu'il y a des bugs. Alors je sais pas si tu perçois des bugs, Jumpy, que ce soit visuel ou sonore. Tu peux être fier, GG. Merci Jumpy, c'est gentil, ça fait plaisir. En vrai ouais, ça me fait vraiment plaisir, ça me... C'est con, je suis pas trop chiffre, je suis pas trop chiffre. C'est-à-dire que je préfère parler avec quelqu'un et que ce quelqu'un me dise ce qu'il pense de mon travail avec des guillemets. J'ai du mal à considérer ça comme du travail, mais bon bref. Que de voir des chiffres et que ça veuille un peu trop rien dire entre guillemets. Mais c'est vrai que quand on fait l'effort de se dire 70 000, ça fait à peu près ça, et ben, tu réalises à quel point c'est beaucoup et tu réalises à quel point c'est cool. Donc merci beaucoup. Concomitamment, c'est un très beau mot que je n'avais jamais entendu. Ah bah voilà, c'est gratuit, Jumpy, je te l'offre sur un plateau. Je trouve que le mot concomitamment est très joli aussi. Je l'aime beaucoup. Euh, Et du coup, tu vois pas de bug, ok. Parce qu'il continue de me dire qu'il y a des bugs, du coup j'hésite vraiment à poursuivre la lecture, mais en même temps ça m'embête de faire même pas 1 heure de live. Enfin, s'il en a fait 1 heure grosso modo, mais... Bon allez, on prendra le risque. On prendra le risque, et puis au pire, je reprendrai la lecture à nouveau. Tant pis. En tout cas, si ça coupe pendant le live,
sachez que je ne reviendrai pas en live, et du coup en rediffusion, ne vous inquiétez pas si ça coupe en plein live. La suite arrivera donc dans l'épisode 4 et dans un autre live mardi à 21h. Voilà. On fera ça comme ça. Et du coup, Jumpy, bah, je te souhaite de bien t'endormir sur le texte. Même si je viens de feuilleter un petit peu et j'ai l'impression qu'il y a encore des thèmes hyper intéressants qui vont être abordés. Donc j'avoue que j'ai méga hâte de voir la suite. Et on est parti sans plus attendre pour la suite de la lecture. Chers amis, je te souhaite une bonne écoute, Jumpy. Je vous souhaite une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je pense vous revenir d'ici encore une fois un gros 30 minutes, un bon gros 30 minutes même. Et pour vous resituer, on est toujours dans le monologue et dans la longue tirade de Raphaël. On poursuit. À tout à l'heure. La femme sans cœur, suite. La maîtresse de l'hôtel, femme de 40 ans environ, dont les traits exprimaient des malheurs, dont le regard était comme terni par des pleurs, se leva, vint à moi. Je lui soumis humblement le tarif de mon loyer. Mais sans en paraître étonnée, elle chercha une clé parmi toutes les autres, et me conduisit dans les mansardes où elle me montra une chambre qui avait vue sur les toits, sur les cours des maisons voisines, par les fenêtres desquelles passaient de longues perches chargées de linge. Rien n'était plus horrible que cette mansarde aux murs jaunes et sales qui sentait la misère et appelait son savant. La toiture s'y abaissait régulièrement, et les tuiles disjointes laissaient voir le ciel. Il y avait place pour un lit, une table, quelques chaises, et sous l'angle aigu du toit je pouvais loger mon piano. N'étant pas assez riche pour meubler cette cage digne des plombs de Venise, la pauvre femme n'avait jamais pu la louer. Ayant précisément excepté de la vente mobilière que je venais de faire les objets qui m'étaient en quelque sorte personnels, je fus bientôt d'accord avec mon hôtesse et m'installai le lendemain chez elle. Je vécus dans ce sépulcre aérien pendant près de 3 ans, travaillant nuit et jour sans relâche, avec tant de plaisir que l'étude me semblait être le plus beau thème, la plus heureuse solution de la vie humaine. Le calme et le silence nécessaires aux savants ont je ne sais quoi de doux, d'enivrant, comme l'amour. L'exercice de la pensée, la recherche des idées, les contemplations tranquilles de la science nous prodiguent d'ineffables délices, indescriptibles comme tous ceux qui participent de l'intelligence, dont les phénomènes sont invisibles à nos sens extérieurs. Aussi sommes-nous toujours forcés d'expliquer les mystères de l'esprit par des comparaisons matérielles. Le plaisir de nager dans un lac d'eau pure, au milieu des rochers, des bois et des fleurs, seul et caressé par une brise tiède, donnerait aux ignorants une bien faible image du bonheur que j'éprouvais quand mon âme se baignait dans les lueurs de je ne sais quelle lumière, quand j'écoutais les voix terribles et confuses de l'inspiration, quand d'une source inconnue les images ruisselaient dans mon cerveau palpitant. Voir une idée qui pointe dans le champ des abstractions humaines, comme le soleil au matin et s'élève comme lui qui, mieux encore, grandit comme un enfant, arrive à la puberté, se fait lentement viril, est une joie supérieure aux autres joies terrestres, ou plutôt c'est un divin plaisir. L'étude prête une sorte de magie à tout ce qui nous environne. Le bureau chétif sur lequel j'écrivais, et la basane brune qui le couvrait, mon piano, mon lit, mon fauteuil, les bizarreries de mon papier de tenture, mes meubles, toutes ces choses s'animèrent et devinrent pour moi d'humbles amis, les complices silencieux de mon avenir. Combien de fois ne leur ai-je pas communiqué mon âme en les regardant? Souvent, en laissant voyager mes yeux sur une moulure déjetée, je rencontrais des développements nouveaux, une preuve frappante de mon système, ou des mots que je croyais heureux pour rendre des pensées presque intraduisibles. À force de contempler les objets qui m'entouraient, je trouvais à chacun sa physionomie, son caractère. Souvent il me parlait. Si par-dessus les toits le soleil couchant jetait à travers mon étroite fenêtre quelques lueurs furtives, il se colorait, pâlissait, brillait, s'attristait ou s'égayait, en me surprenant toujours par des effets nouveaux. Ces menus accidents de la vie solitaire, qui échappent aux préoccupations du monde, sont la consolation des prisonniers. N'étais-je pas captivé par une idée, emprisonné dans un système, mais soutenu par la perspective d'une vie glorieuse? À chaque difficulté vaincue, je baisais les mains douces de la femme aux beaux yeux, élégante et riche, qui devait un jour caresser mes cheveux en me disant avec attendrissement « Tu as bien souffert, pauvre ange. » J'avais entrepris 2 grandes œuvres. Une comédie devait en peu de jours me donner une renommée, une fortune, et l'entrée de ce monde,
où je voulais reparaître en y exerçant les droits régaliens de l'homme de génie. Vous avez tous vu dans ce chef-d'œuvre la première erreur d'un jeune homme qui sort du collège, une véritable niaiserie d'enfant. Vos plaisanteries ont coupé les ailes à de fécondes illusions qui depuis ne se sont plus réveillées. Toi seul, mon cher Émile, as calmé la plaie profonde que d'autres firent à mon cœur. Toi seul admiras ma théorie de la volonté, ce long ouvrage pour lequel j'avais appris les langues orientales, l'anatomie, la physiologie, auquel j'avais consacré la plus grande partie de mon temps. Cette œuvre, si je ne me trompe, complétera les travaux de Mesmer, de Lavater, de Gall, de Bichat, en ouvrant une nouvelle route à la science humaine. Là s'arrête ma belle vie, ce sacrifice de tous les jours, ce travail de verre à soie inconnu au monde, et dont la seule récompense est peut-être dans le travail même. Depuis l'âge de raison jusqu'au jour où j'eus terminé ma théorie, j'ai observé, appris, écrit, lu sans relâche, et ma vie fut comme un long pensum. Amant efféminé de la paresse orientale, amoureux de mes rêves, sensuels, j'ai toujours travaillé, me refusant à goûter les jouissances de la vie parisienne. Gourmand, j'ai été sobre, aimant et la marche et les voyages maritimes, désirant visiter plusieurs pays, trouvant encore du plaisir à faire comme un enfant, ricocher des cailloux sur l'eau, je suis resté constamment assis, une plume à la main. Bavard, j'allais écouter en silence les professeurs au cours public de la bibliothèque et du muséum. J'ai dormi sur mon grabat solitaire comme un religieux de l'ordre de Saint-Benoît, et la femme était cependant ma seule chimère, une chimère que je caressais et qui me fuyait toujours. Enfin, ma vie a été une cruelle antithèse, un perpétuel mensonge. Puis jugez donc les hommes. Parfois mes goûts naturels se réveillaient comme un incendie longtemps couvé. Par une sorte de mirage ou de calenture, moi, veuf de toutes les femmes que je désirais, dénué de tout et logé dans une mansarde d'artiste, je me voyais alors entouré de maîtresses ravissantes. Je courais à travers les rues de Paris, couché sur les moelleux coussins d'un brillant équipage. J'étais rongé de vices, plongé dans la débauche, voulant tout, ayant tout. Enfin, ivre à jeun, comme saint Antoine dans sa tentation. Heureusement, le sommeil finissait par éteindre ses visions dévorantes. Le lendemain, la science m'appelait en souriant, et je lui étais fidèle. J'imagine que les femmes dites vertueuses doivent être souvent la proie de ces tourbillons de folie, de désirs et de passions, qui s'élèvent en nous malgré nous. De tels rêves ne sont pas sans charme, ne ressemblent-ils pas à ces causeries du soir en hiver, où l'on part de son foyer pour aller en Chine? Mais que devient la vertu pendant ces délicieux voyages où la pensée a franchi tous les obstacles? Pendant les 10 premiers mois de ma réclusion, je menais la vie pauvre et solitaire que je t'ai dépeinte. J'allais chercher moi-même dès le matin et sans être vu mes provisions pour la journée. Je faisais ma chambre, j'étais tout ensemble le maître et le serviteur, je diogénisais avec une incroyable fierté. Mais après ce temps, pendant lequel l'hôtesse et sa fille espionnèrent mes mœurs et mes habitudes, examinèrent ma personne et comprirent ma misère, peut-être parce qu'elles étaient elles-mêmes fort malheureuses, il s'établit d'inévitables liens entre elles et moi. Pauline, cette charmante créature dont les grâces naïves et secrètes m'avaient en quelque sorte amené là, me rendit plusieurs services qu'il me fut impossible de refuser. Toutes les infortunes sont sœurs, elles ont le même langage, la même générosité, la générosité de ceux qui, ne possédant rien, sont prodigues de sentiments, paix de leur temps et de leur personne. Insensiblement, Pauline s'impatronisa chez moi, voulut me servir et sa mère ne s'y opposa point. Je vis la mère elle-même raccommodant mon linge et rougissant d'être surprise à cette charitable occupation. Devenu malgré moi leur protégé, j'acceptai leur service. Pour comprendre cette singulière affection, il faut connaître l'emportement du travail, la tyrannie des idées, et cette répugnance instinctive qu'éprouve pour les détails de la vie matérielle l'homme qui vit par la pensée. Pouvais-je résister à la délicate attention avec laquelle Pauline m'apportait à pas muer mon repas frugal, quand elle s'apercevait que, depuis 7 ou 8 heures, je n'avais rien pris? Avec les grâces de la femme et l'ingénuité de l'enfance, elle me souriait en me faisant un signe pour me dire que je ne devais pas la voir. C'était Ariel, se glissant comme un sylphe, sous mon toit et prévoyant mes besoins. Un soir, Pauline me raconta son histoire avec une touchante ingénuité. Son père était chef d'escadron dans les grenadiers à cheval de la garde impériale. Au passage de la Bérésina, il avait été fait prisonnier par les Cosaques. Plus tard, quand Napoléon proposa de l'échanger, les autorités russes le firent vainement chercher en Sibérie. Au dire des autres prisonniers,
il s'était échappé avec le projet d'aller aux Indes. Depuis ce temps, Madame Gaudin, mon hôtesse, n'avait pu obtenir aucune nouvelle de son mari. Les désastres de 1814 et 1815 étaient arrivés. Seule, sans ressources et sans secours, elle avait pris le parti de tenir un hôtel garni pour faire vivre sa fille. Elle espérait toujours revoir son mari. Son plus cruel chagrin était de laisser Pauline sans éducation, sa Pauline, filleule de la princesse Borghese, et qui n'aurait pas dû mentir aux belles destinées promises par son impériale protectrice. Quand Madame Gaudin me confia cette amère douleur qui l'a tuée, et me dit avec un accent déchirant: « Je donnerais bien et le chiffon de papier qui crée Gaudin baron de l'Empire, et le droit que nous avons à la dotation de Dischnau pour savoir Pauline élevée à Saint-Denis. » Tout à coup je tressaillis, et pour reconnaître les soins que me prodiguaient ces deux femmes, j'eus l'idée de m'offrir à finir l'éducation de Pauline. La candeur avec laquelle ces deux femmes acceptèrent ma proposition fut égale à la naïveté qui la dictait. J'eus ainsi des heures de récréation. La petite avait les plus heureuses dispositions. Elle apprit avec tant de facilité qu'elle devint bientôt plus forte que je ne l'étais sur le piano. En s'accoutumant à penser tout haut près de moi, elle déployait les 1000 gentillesses d'un cœur qui s'ouvre à la vie comme le calice d'une fleur lentement dépliée par le soleil. Elle m'écoutait avec recueillement et plaisir, en arrêtant sur moi ses yeux noirs et veloutés qui semblaient sourire. Elle répétait ses leçons d'un accent doux et caressant, en témoignant une joie enfantine quand j'étais content d'elle. Sa mère, chaque jour plus inquiète d'avoir à préserver de tout danger une jeune fille qui développait en croissant toutes les promesses faites par les grâces de son enfance, la vit avec plaisir sans ferment pendant toute la journée pour étudier. Mon piano étant le seul dont elle put se servir, elle profitait de mes absences pour s'exercer. Quand je rentrais, je trouvais Pauline chez moi, dans la toilette la plus modeste, mais au moindre mouvement, sa taille souple et les attraits de sa personne se révélaient sous l'étoffe grossière. Comme l'héroïne du conte de Peau d'âne, elle laissait voir un pied mignon dans d'ignobles souliers. Mais ces jolis trésors, cette richesse de jeune fille, tout ce luxe de beauté fut comme perdu pour moi. Je m'étais ordonné à moi-même de ne voir qu'une sœur en Pauline. J'aurais eu horreur de tromper la confiance de sa mère. J'admirais cette charmante fille comme un tableau, comme le portrait d'une maîtresse morte. Enfin, c'était mon enfant, ma statue. Pygmalion nouveau, je voulais faire d'une vierge vivante et colorée, sensible et parlante, un marbre. J'étais très sévère avec elle, mais plus je lui faisais éprouver les effets de mon despotisme magistral, plus elle devenait douce et soumise. Si je fus encouragé dans ma retenue et dans ma continence par des sentiments nobles, néanmoins les raisons de procureur ne me manquèrent pas. Je ne comprends point la probité des écus sans la probité de la pensée. Tromper une femme ou faire faillite a toujours été même chose pour moi. Aimer une jeune fille ou se laisser aimer par elle constitue un vrai contrat, dont les conditions doivent être bien entendues. Nous sommes maîtres d'abandonner la femme qui se vend, mais non pas la jeune fille qui se donne, car elle ignore l'étendue de son sacrifice. J'aurais donc épousé Pauline, et c'eût été une folie. N'était-ce pas livrer une âme douce et vierge à d'effroyables malheurs? Mon indigence parlait son langage égoïste, et venait toujours mettre sa main de fer entre cette bonne créature et moi. Puis, je l'avoue à ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la misère. Peut-être est-ce en moi une dépravation due à cette maladie humaine que nous nommons la civilisation. Mais une femme, fût-elle attrayante autant que la belle Hélène, la Galatée d'Homère, n'a plus aucun pouvoir sur mes sens pour peu qu'elle soit crottée. Ah, vive l'amour dans la soie, sur le Cachemire, entouré des merveilles du luxe qui le part merveilleusement bien, parce que lui-même est un luxe peut-être. J'aime à froisser sous mes désirs de pimpante toilette, à briser des fleurs, à porter une main dévastatrice dans les élégants édifices d'une coiffure embaumée. Des yeux brûlants, cachés par un voile de dentelle, que les regards percent comme la flamme déchire la fumée du canon, m'offrent de fantastiques attraits. Mon amour veut des échelles de soie escaladées en silence par une nuit d'hiver. Quel plaisir d'arriver couvert de neige dans une chambre éclairée par des parfums, tapissée de soie peinte, et d'y trouver une femme qui, elle aussi, secoue de la neige, car quel autre nom donner à ces voiles de voluptueuses mousselines, à travers lesquelles elle se dessine vaguement comme un ange dans son nuage, et d'où elle va sortir? Puis il me faut encore un craintif bonheur, une audacieuse sécurité. Enfin je veux revoir cette mystérieuse femme, mais éclatante, mais au milieu du monde, mais vertueuse, environnée d'hommages, vêtue de dentelles, de diamants, donnant ses ordres à la ville, et si haut placée, et si imposante, que nul n'ose lui adresser des vœux.
Au milieu de sa cour, elle me jette un regard à la dérobée, un regard qui dément ses artifices, un regard qui me sacrifie le monde et les hommes. Certes, je me suis 100 fois trouvé ridicule d'aimer quelques zones de blonde, du velours, de fine batiste, les tours de force d'un coiffeur, des bougies, un carrosse, un titre, d'héraldiques couronnes peintes par des vitriers ou fabriquées par un orfèvre, enfin tout ce qu'il y a de factice et de moins femme dans la femme. Je me suis moqué de moi, je me suis raisonné, tout a été vain. Une femme aristocratique et son sourire fin, la distinction de ses manières et de son respect d'elle-même m'enchantent. Quand elle met une barrière entre elle et le monde, elle flatte en moi toutes les vanités, qui sont la moitié de l'amour. Enviée par tous, ma félicité me paraît avoir plus de saveur. En ne faisant rien de ce que font les autres femmes, en ne marchant pas, ne vivant pas comme elles, en s'enveloppant dans un manteau qu'elles ne peuvent avoir, en respirant des parfums à elles, ma maîtresse me semble être bien mieux à moi. Plus elle s'éloigne de la terre, même dans ce que l'amour a de terrestre, plus elle s'embellit à mes yeux. En France, heureusement pour moi, nous sommes depuis 20 ans sans reine, j'eusse aimé la reine. Pour avoir les façons d'une princesse, une femme doit être riche. En présence de mes romanesques fantaisies, qu'était Pauline? Pouvait-elle me vendre des nuits qui coûtent la vie, un amour qui tue et met en jeu toutes les facultés humaines? Nous ne mourrons guère pour de pauvres filles qui se donnent. Je n'ai jamais pu détruire ces sentiments, ni ces rêveries de poète. J'étais né pour l'amour impossible, et le hasard a voulu que je fusse servi par-delà mes souhaits. Combien de fois n'ai-je pas vêtu de satin les pieds mignons de Pauline, emprisonné sa taille svelte comme un jeune peuplier dans une robe de gaze, jeté sur son sein une légère écharpe en lui faisant fouler les tapis de son hôtel et la conduisant à une voiture élégante. Je l'eusse adorée ainsi. Je lui donnais une fierté qu'elle n'avait pas, je la dépouillais de toutes ses vertus, de ses grâces naïves, de son délicieux naturel, de son sourire ingénu, pour la plonger dans le Styx de nos vices, et lui rendre le cœur invulnérable, pour la farder de nos crimes, pour en faire la poupée fantasque de nos salons, une femme fluette qui se couche au matin pour renaître le soir, à l'aurore des bougies. Pauline était tout sentiment, tout fraîcheur, je la voulais sèche et froide. Dans les derniers jours de ma folie, le souvenir m'a montré Pauline, comme il nous peint les scènes de notre enfance. Plus d'une fois, je suis resté attendri, songeant à de délicieux moments, soit que je revisse cette délicieuse fille assise près de ma table, occupée à coudre, paisible, silencieuse, recueillie et faiblement éclairée par le jour qui, descendant de ma lucarne, dessinait de légers reflets argentés sur sa belle chevelure noire, soit que j'entendisse son rire jeune, ou sa voix au timbre riche, chanter les gracieuses cantilènes qu'elle composait sans effort. Souvent ma Pauline s'exaltait en faisant de la musique, sa figure ressemblait alors d'une manière frappante à la noble tête par laquelle Carlo Dolci a voulu représenter l'Italie. Ma cruelle mémoire me jetait cette jeune fille à travers les excès de mon existence comme un remords, comme une image de la vertu. Mais laissons la pauvre enfant à sa destinée. Quelque malheureuse qu'elle puisse être, au moins l'aurais-je mise à l'abri d'un effroyable orage en évitant de la traîner dans mon enfer. Jusqu'à l'hiver dernier, ma vie fut la vie tranquille et studieuse de laquelle j'ai tâché de te donner une faible image. Dans les premiers jours de décembre 1829, je rencontrai Rastignac, qui, malgré le misérable état de mes vêtements, me donna le bras et s'enquit de ma fortune avec un intérêt vraiment fraternel. Pris à la glu de ses manières, je lui racontai brièvement ma vie et mes espérances. Il se mit à rire, me traita tout à la fois d'homme de génie et de sot, sa voix gasconne, son expérience du monde, l'opulence qu'il devait à son savoir-faire, agir sur moi d'une manière irrésistible. Rastignac me fit mourir à l'hôpital, méconnu comme un niais, conduisit mon propre convoi, me jeta dans le trou des pauvres. Il me parla de charlatanisme. Avec cette verve aimable qui le rend si séduisant, il me montra tous les hommes de génie comme des charlatans. Il me déclara que j'avais un sens de moins, une cause de mort, si je restais seul, rue des Cordiers. Selon lui, je devais aller dans le monde, habituer les gens à prononcer mon nom, et me dépouiller moi-même de l'humble monsieur qui m'essayait à un grand homme de son vivant. Les imbéciles, s'écria-t-il, nomment ce métier-là intrigué. Les gens amoraux le proscrivent sous le mot de vie dissipée. Ne nous arrêtons pas aux hommes, interrogeons les résultats. Toi, tu travailles, eh bien tu ne feras jamais rien. Moi, je suis propre à tout et bon à rien. Paresseux comme un homard, eh bien j'arriverai à tout. Je me répands, je me pousse, l'on me fait place. Je me vante, l'on me croit. Je fais des dettes, on les paie. La dissipation, mon cher, est un système politique. La vie d'un homme occupé à manger sa fortune
devient souvent une spéculation. Il place ses capitaux en amis, en plaisirs, en protecteurs, en connaissances. Un négociant risque-t-il 1 million? Pendant 20 ans, il ne dort, ni ne boit, ni ne s'amuse. Il couve son million, il le fait trotter par toute l'Europe. Il s'ennuie, se donne à tous les démons que l'homme a inventés. Puis une liquidation, comme j'en ai vu faire, le laisse souvent sans un sou, sans un nom, sans un ami. Le dissipateur, lui, s'amuse à vivre, à faire courir ses chevaux. Si par hasard il perd ses capitaux, il a la chance d'être nommé receveur général, de se bien marier, d'être attaché à un ministre, à un ambassadeur. Il a encore des amis, une réputation, et toujours de l'argent. Connaissant les ressorts du monde, il les manœuvre à son profit. Ce système est-il logique, ou ne suis-je qu'un fou? N'est-ce pas là la moralité de la comédie qui se joue tous les jours dans le monde? Ton ouvrage est achevé, reprit-il après une pause. Tu as un talent immense. Eh bien, tu arrives à mon point de départ. Il faut maintenant faire ton succès toi-même, c'est plus sûr. Tu iras conclure des alliances avec les coteries, conquérir des prôneurs. Moi, je veux me mettre de moitié dans ta gloire. Je serai le bijoutier qui aura monté les diamants de ta couronne. Pour commencer, dit-il, sois ici demain soir. Je te présenterai dans une maison où va tout Paris, notre Paris à nous, celui des beaux, des gens à millions, des célébrités, enfin des hommes qui parlent d'or comme Chrysostome. Quand ces gens ont adopté un livre, le livre devient à la mode. S'il est réellement bon, ils ont donné quelques brevets de génie sans le savoir. Si tu as de l'esprit, mon cher enfant, tu feras toi-même la fortune de ta théorie en comprenant mieux la théorie de la fortune. Demain soir, tu verras la belle comtesse Fédora, la femme à la mode. Je n'en ai jamais entendu parler. Tu es un cafre, dit Rastignac en riant. Ne pas connaître Fédora, une femme mariée qui possède près de 80 000 livres de rente, qui ne veut de personne, ou de qui personne ne veut. Espèce de problème féminin, une Parisienne à moitié russe, une Russe à moitié parisienne, une femme chez laquelle s'éditent toutes les productions romantiques qui ne paraissent pas. La plus belle femme de Paris, la plus gracieuse. Tu n'es même pas un cafre, tu es la bête intermédiaire qui joint le cafre à l'animal. Adieu, à demain. Il fit une pirouette et disparut sans attendre ma réponse, n'admettant pas qu'un homme raisonnable pût refuser d'être présenté à Fédora. Comment expliquer la fascination d'un nom? Fédora me poursuivit comme une mauvaise pensée, avec laquelle on cherche à transiger. Une voix me disait « Tu iras chez Fédora ». J'avais beau me débattre avec cette voix et lui crier qu'elle mentait, elle écrasait tous mes raisonnements avec ce nom. Fédora. Mais ce nom, cette femme, n'était-il pas le symbole de tous mes désirs et le thème de ma vie? Le nom réveillait les poésies artificielles du monde, faisait briller les fêtes du haut Paris et les clinquants de la vanité. La femme m'apparaissait avec tous les problèmes de passion dont je m'étais affolé. Ce n'était peut-être ni la femme ni le nom, mais tous mes vices, qui se dressaient debout dans mon âme pour me tenter de nouveau. La comtesse Fédora, riche et sans amant, résistant à des séductions parisiennes, n'était-ce pas l'incarnation de mes espérances, de mes visions? Je me créai une femme, je la dessinai dans ma pensée, je la rêvai. Pendant la nuit je ne dormis pas, je devins son amant, je fis tenir en peu d'heures une vie entière, une vie d'amour, et j'en savourai les fécondes, les brûlantes délices. Le lendemain, incapable de soutenir le supplice d'attendre longuement la soirée, j'allai louer un roman, et passer la journée à le lire, me mettant ainsi dans l'impossibilité de penser ni de mesurer le temps. Pendant ma lecture, le nom de Fédora retentissait en moi comme un son que l'on entend dans le lointain, qui ne vous trouble pas mais qui se fait écouter. Je possédais heureusement encore un habit noir et un gilet blanc, assez honorable. Puis, de toute ma fortune, il me restait environ 30 francs, que j'avais semés dans mes hardes, dans mes tiroirs, afin de mettre entre une pièce de 100 sous et mes fantaisies, la barrière épineuse d'une recherche et les hasards d'une circumnavigation dans ma chambre. Au moment de m'habiller, je poursuivis mon trésor à travers un océan de papier. La rareté du numéraire peut te faire concevoir ce que mes gants et mon fiacre emportèrent de richesses. Ils mangèrent le pain de tout un mois. Hélas, nous ne manquons jamais d'argent pour nos caprices. Nous ne discutons que le prix des choses utiles ou nécessaires. Nous jetons l'or avec insouciance à des danseuses, et nous marchandons un ouvrier dont la famille affamée attend le paiement d'un mémoire. Combien de gens ont un habit de 100 francs, un diamant à la pomme de leur canne, et qui dînent à 25 sous. Il semble que nous n'achetions jamais assez chèrement les plaisirs de la vanité. Rastignac, fidèle au rendez-vous, sourit de ma métamorphose et m'en plaisanta, mais tout en allant chez la comtesse, il me donna de charitables conseils sur la manière de me conduire avec elle.
Il me la peignit avare, vaine et défiante, mais avare avec faste, vaine avec simplicité, défiante avec bonhomie. « Tu connais mes engagements, me dit-il, et tu sais combien je perdrais à changer d'amour. En observant Fédora, j'étais désintéressé de sang-froid. Mes remarques doivent être justes. En pensant à te présenter chez elle, je songeais à ta fortune. Ainsi prends garde à tout ce que tu lui diras. Elle a une mémoire cruelle, elle a une adresse à désespérer un diplomate. Elle saurait deviner le moment où il dit vrai. Entre nous, je crois que son mariage n'est pas reconnu par l'empereur, car l'ambassadeur de Russie s'est mis à rire quand je lui ai parlé d'elle. Il ne la reçoit pas, et la salue fort légèrement quand il la rencontre au bois. Néanmoins, elle est de la société de madame de Sérisy, va chez mesdames de Nucingen et de Restaud. En France, sa réputation est intacte. La duchesse de Carigliano, la maréchale la plus collet-montée de toute la coterie bonapartiste, va souvent passer avec elle la belle saison à sa terre. Beaucoup de jeunes fats, le fils d'un pair de France, lui ont offert un nom en échange de sa fortune. Elle les a tous poliment éconduits. Peut-être sa sensibilité ne commence-t-elle qu'au titre de comte. N'es-tu pas marquis? Marche en avant si elle te plaît. Voilà ce que j'appelle donner des instructions. Cette plaisanterie me fit croire que Rastignac voulait rire et piquer ma curiosité, en sorte que ma passion improvisée était arrivée à son paroxysme quand nous nous arrêtâmes devant un péristyle orné de fleurs. En montant un vaste escalier à tapis, où je remarquai toutes les recherches du confort anglais, le cœur me battit. J'en rougissais. Je démentais mon origine, mes sentiments, ma fierté. J'étais sottement bourgeois. Hélas, je sortais d'une mansarde, après 3 années de pauvreté, sans savoir encore mettre au-dessus des bagatelles de la vie ces trésors acquis, ces immenses capitaux intellectuels qui vous enrichissent en un moment quand le pouvoir tombe entre vos mains sans vous écraser, parce que l'étude vous a formé d'avance aux luttes politiques. J'aperçus une femme d'environ 22 ans, de moyenne taille, vêtue de blanc, entourée d'un cercle d'hommes, et tenant à la main un écran de plumes. En voyant entrer Rastignac, elle se leva, vint à nous, sourit avec grâce, me fit d'une voix mélodieuse un compliment sans doute apprêté. Notre ami m'avait annoncé comme un homme de talent, et son adresse, son emphase gasconne, me procurèrent un accueil flatteur. Je fus l'objet d'une attention particulière qui me rendait confus, mais Rastignac avait heureusement parlé de ma modestie. Je rencontrai là des savants, des gens de lettres, d'anciens ministres, des pairs de France. La conversation reprit son cours quelque temps après mon arrivée, et sentant que j'avais une réputation à soutenir, je me rassurai. Puis, sans abuser de la parole quand elle m'était accordée, je tâchai de résumer les discussions par des mots plus ou moins incisifs, profonds ou spirituels. Je produisis quelques sensations. Pour la 1000e fois de sa vie, Rastignac fut prophète. Quand il y eut assez de monde pour que chacun retrouvât sa liberté, mon introducteur me donna le bras, et nous nous promenâmes dans les appartements. « N'aie pas l'air d'être trop émerveillé de la princesse, me dit-il. Elle devinerait le motif de ta visite. » Les salons étaient meublés avec un goût exquis. J'ai vu des tableaux de choix. Chaque pièce avait, comme chez les Anglais les plus opulents, son caractère particulier, et la tenture de soie, les agréments, la forme des meubles, le moindre décor s'harmoniait avec une pensée première. Dans un boudoir gothique dont les portes étaient cachées par des rideaux en tapisserie, les encadrements de l'étoffe, la pendule, les dessins du tapis étaient gothiques. Le plafond formé de solives brunes sculptées présentait à l'œil des caissons pleins de grâce et d'originalité. Les boiseries étaient artistement travaillées. Rien ne détruisait l'ensemble de cette jolie décoration, pas même les croisées dont les vitraux étaient coloriés et précieux. Je fus surprise à l'aspect d'un petit salon moderne, où je ne sais quel artiste avait épuisé la science de notre décor si léger, si frais, si suave, sans éclat, sobre de dorure. C'était amoureux et vague comme une ballade allemande, un vrai réduit taillé pour une passion de 1827, embaumé par des jardinières pleines de fleurs rares. Après ce salon, j'aperçus en enfilade une pièce dorée, où revivait le goût du siècle de Louis XIV, qui, opposé à nos peintures actuelles, produisait un bizarre mais agréable contraste. « Tu seras assez bien logé, me dit Rastignac avec un sourire, où perçait une légère ironie. N'est-ce pas séduisant ? Ajouta-t-il en s'asseyant. Tout à coup il se leva, me prit par la main, me conduisit à la chambre à coucher, et me montra sous un dais de mousseline et de moire blanche un lit voluptueux doucement éclairé, le vrai lit d'une jeune fée fiancée à un génie. N'y a-t-il pas, s'écria-t-il à voix basse, de l'impudeur, de l'insolence et de la coquetterie outre mesure à nous laisser contempler ce trône de l'amour? Ne se donner à personne et permettre à tout le monde de mettre là sa carte?
Si j'étais libre, je voudrais voir cette femme soumise et pleurante à ma porte. Es-tu donc si certain de sa vertu? Les plus audacieux de nos maîtres, et même les plus habiles, avouent avoir échoué près d'elle, l'aiment encore, et sont ses amis dévoués. Cette femme n'est-elle pas une énigme? Ces paroles excitèrent en moi une sorte d'ivresse. Ma jalousie craignait déjà le passé. Tressaillant d'aise, je revins précipitamment dans le salon où j'avais laissé la comtesse que je rencontrai dans le boudoir gothique. Elle m'arrêta par un sourire, me fit asseoir près d'elle, me questionna sur mes travaux, et sembla s'y intéresser vivement, surtout quand je lui traduisis mon système en plaisanterie, au lieu de prendre le langage d'un professeur pour le lui développer doctoralement. Elle parut s'amuser beaucoup en apprenant que la volonté humaine était une force matérielle semblable à la vapeur, que dans le monde moral, rien ne résistait à cette puissance quand un homme s'habituait à la concentrer, à en manier la somme, à diriger constamment sur les âmes la projection de cette masse fluide. Que cet homme pouvait à son gré tout modifier relativement à l'humanité, même les lois de la nature. Les objections de Fédora me révélèrent en elle une certaine finesse d'esprit. Je me complus à lui donner raison pendant quelques moments pour la flatter, et je détruisis ses raisonnements de femme par un mot, en attirant son attention sur un fait journalier dans la vie. Le sommeil, fait vulgaire en apparence, mais au fond, plein de problèmes insolubles pour le savant, et je piquai sa curiosité. La comtesse resta même un instant silencieuse quand je lui dis que nos idées étaient des êtres organisés, complets, qui vivaient dans un monde invisible et influaient sur nos destinées, en lui citant pour preuve les pensées de Descartes, de Diderot, de Napoléon, qui conduisaient encore tout un siècle. J'eus l'honneur d'amuser cette femme. Elle me quitta en m'invitant à la venir voir. En style de cour, elle me donna les grandes entrées. Soit que je prisse, selon ma louable habitude, des formules polies pour des paroles de cœur, soit que Fédora vit en moi quelque célébrité prochaine, et voulut augmenter sa ménagerie de savants, je crus lui plaire. J'évoquai toutes mes connaissances physiologiques et mes études antérieures sur la femme pour examiner minutieusement pendant cette soirée cette singulière personne et ses manières. Caché dans l'embrasure d'une fenêtre, j'espionnai ses pensées en les cherchant dans son maintien, en étudiant ce manège d'une maîtresse de maison qui va et vient, s'assied et cause, appelle un homme, l'interroge, et s'appuie pour l'écouter sur un chambranle de porte. Je remarquai dans sa démarche un mouvement brisé si doux, une ondulation de robe si gracieuse. Elle excitait si puissamment le désir que je devins alors très incrédule sur sa vertu. Si Fédora méconnaissait aujourd'hui l'amour, elle avait dû jadis être fort passionnée, car une volupté savante se peignait jusque dans la manière dont elle se posait devant son interlocuteur. Elle se soutenait sur la boiserie avec coquetterie, comme une femme près de tomber, mais aussi près de s'enfuir si quelque regard trop vif l'intimide. Les bras mollement croisés, paraissant respirer les paroles, les écoutant même du regard et avec bienveillance, elle exhalait le sentiment. Ses lèvres fraîches et rouges tranchaient sur un teint d'une vive blancheur. Ses cheveux bruns faisaient assez bien valoir la couleur orangée de ses yeux mêlés de veines comme une pierre de Florence, et dont l'expression semblait ajouter de la finesse à ses paroles. Enfin, son corps sage était paré des grâces les plus attrayantes. Une rivale aurait peut-être accusé de dureté d'épais sourcils qui paraissaient se rejoindre, et blâmé l'imperceptible duvet qui ornait les contours du visage. Je trouvais la passion empruntant tout. L'amour était écrit sur les paupières italiennes de cette femme, sur ses belles épaules dignes de la Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre inférieure un peu forte et légèrement ombragée. C'était plus qu'une femme. C'était un roman. Oui, ses richesses féminines, l'ensemble harmonieux des lignes, les promesses que cette riche structure faisait à la passion, étaient tempérées par une réserve constante, par une modestie extraordinaire, qui contrastait avec l'expression de toute la personne. Il fallait une observation aussi sagace que la mienne pour découvrir dans cette nature les signes d'une destinée de volupté. Pour expliquer plus clairement ma pensée, il y avait en Fédora deux femmes séparées par le buste peut-être. L'une était froide, la tête seule semblait être amoureuse. Avant d'arrêter ses yeux sur un homme, elle préparait son regard, comme s'il se passait je ne sais quoi de mystérieux en elle-même. Vous eussiez dit d'une convulsion dans ses yeux si brillants. Enfin, où ma science était imparfaite, et j'avais encore bien des secrets à découvrir dans le monde moral, où la comtesse possédait une belle âme, dont les sentiments et les émanations communiquaient à sa physionomie ce charme qui nous subjugue et nous fascine, ascendant tout moral et d'autant plus puissant qu'il s'accorde avec les sympathies du désir. Je sortis ravi,
séduit par cette femme, enivré par son luxe, chatouillé dans tout ce que mon cœur avait de noble, de vicieux, de bon, de mauvais. En me sentant si ému, si vivant, si exalté, je crus comprendre l'attrait qui amenait là ces artistes, ces diplomates, ces hommes de pouvoir, ces agioteurs doublés de tôle comme leur caisse. Sans doute, ils venaient chercher près d'elle l'émotion délirante qui faisait vibrer en moi toutes les forces de mon être, fouetter mon sang dans la moindre veine, agacer le plus petit nerf et tressailler dans mon cerveau. Elle ne s'était donnée à aucun pour les garder tous. Une femme est coquette tant qu'elle n'aime pas. Puis, dis-je à Rastignac, elle a peut-être été mariée ou vendue à quelque vieillard, et le souvenir de ses premières noces lui donne de l'horreur pour l'amour. Je revins à pied du faubourg Saint-Honoré où Fédora demeure. Entre son hôtel et la rue des Cordiers, il y a presque tout Paris. Le chemin me parut court, et cependant il faisait froid. Entreprendre la conquête de Fédora dans l'hiver, un rude hiver, quand je n'avais pas 30 francs en ma possession, quand la distance qui nous séparait était si grande. Un jeune homme pauvre peut seul savoir ce qu'une passion coûte en voiture, en gants, en habits, linge, etc. Si l'amour reste un peu trop de temps platonique, il devient ruineux. Vraiment, il y a des losins de l'école de droit auxquels il est impossible d'approcher d'une passion logée à un premier étage. Et comment pouvais-je lutter, moi, faible, grêle, mis simplement, pâle et hâve comme un artiste en convalescence d'un ouvrage, avec des jeunes gens bien frisés, jolis, pimpants, cravatés à désespérer toute la Croatie, riches, armés de Tilbury et vêtus d'impertinence. Bah, Fédora ou la mort, criai-je au détour d'un pont. Fédora, c'est la fortune. Le beau boudoir gothique et le salon à la Louis XIV passèrent devant mes yeux. Je revis la comtesse avec sa robe blanche, ses grandes manches gracieuses et sa séduisante démarche, et son corsage tentateur. Quand j'arrivai dans ma mansarde nue, froide, aussi mal peignée que la perruque d'un naturaliste, j'étais encore environné par les images du luxe de Fédora. Ce contraste était un mauvais conseiller, les crimes doivent naître ainsi. Je maudis alors, en frissonnant de rage, ma décente et honnête misère, ma mansarde féconde où tant de pensées avaient surgi. Je demandai compte à Dieu, au diable, à l'état social, à mon père, à l'univers entier de ma destinée, de mon malheur. Je me couchai tout affamé, grommelant de risibles imprécations, mais bien résolu de séduire Fédora. Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie chargé de ma fortune. Je te ferai grâce de mes premières visites chez Fédora pour arriver promptement au drame. Tout en tâchant de m'adresser à l'âme de cette femme, j'essayais de gagner son esprit, d'avoir sa vanité pour moi, afin d'être sûrement aimé. Je lui donnai 1000 raisons de mieux s'aimer elle-même. Jamais je ne la laissai dans un état d'indifférence. Les femmes veulent des émotions à tout prix. Je les lui prodiguai. Je l'eusse mise en colère plutôt que de la voir insouciante avec moi. Et je vais m'arrêter ici pour la lecture de ce soir, les amis, désolé. Nous passons à l'outro de ce live. Et oui, désolé, je m'arrête là pour ce soir parce que, comme je le disais, il n'y a pas trop d'endroits pour faire des coupes logiques. Et j'aurais dû même m'arrêter à la phrase d'avant. Je pense que je te ferai grâce de mes premières visites chez Fédora pour arriver promptement au drame. Point. C'est parfait avant d'entamer la suite. Ça fait un parfait cliffhanger avant le prochain live qui se déroulera mardi à 21h. Donc mardi à 21h, nous aurons la suite. Nous aurons le drame de Raphaël avec Fédora. Et j'ai bien hâte de découvrir. J'espère que la lecture de ce soir vous aura plu. Moi personnellement, elle me plaît beaucoup en vrai. En fait, j'aime beaucoup le style et je continue à ne pas comprendre mes camarades collégiens et lycéens qui disaient que Balzac c'était ennuyeux au possible, qu'il y avait trop de descriptions. Moi, je trouve que le style est hyper fluide et hyper digeste au contraire. J'ai déjà lu des auteurs bien plus lourds dans leurs phrases. Et je trouve que c'est vraiment très digeste Honoré de Balzac. En plus, je trouve que ça se lit facilement, quoi. On comprend facilement tout ce qui se passe et tout. J'espère d'ailleurs que ma lecture est suffisamment correcte pour que vous arriviez à suivre. Parce que c'est vrai que là... c'était un petit peu plus compliqué que d'habitude, un peu plus complexe. Sur les lives de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, j'ai l'impression de lire un peu plus rapidement de
de me dépêcher en fait de lire avec un débit plus rapide et du coup de peut-être mettre un petit peu moins l'intonation des phrases. Mais c'est parce que tout simplement, il y a beaucoup à lire et que c'est un peu... Enfin ouais, je me sens pris par le temps, sinon j'ai l'impression qu'on va pas avancer dans l'histoire. Donc j'espère que malgré le fait que je lise relativement vite, vous arrivez à suivre. Et du coup, je vois que Gail Rakam nous avait rejoint sur le chat. Merci Jumpy de lui avoir répondu d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il soit parmi nous encore. Et il y avait également la tortue qui était passée. La tortue, si tu es toujours là, bienvenue sur ce live. Donc ouais, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop que je lise aussi rapidement. Mais perso, je suis très content de cette lecture, j'aime vraiment beaucoup ça. Et typiquement, dans à peu près n'importe quel roman, je pense que le moment où Raphaël commence son monologue de l'infini, c'est le moment où je me serais dit « Oh putain, ça va être chiant ». Et là, en fait, son monologue de l'infini me plaît bien. J'aime bien ce qu'il raconte. J'aime bien sa manière de raconter. J'aime bien ses réflexions, à moitié philosophiques sur tous les événements qu'il a vécu. Et je trouve ça très cool, justement, de vraiment se pencher sur la psyché du personnage. Et en plus, entre guillemets, ce monologue fait d'une pierre deux coups, puisque à la fois il nous raconte ce qui s'est passé, donc on a la description du personnage explicite par l'explicitation de son passé, et en plus on a aussi la découverte du personnage par le fait que ce soit lui qui soit le narrateur, et que du coup la manière dont il agence les mots et dont il raconte les choses nous donne un indice de sa manière d'être. Donc je trouve que c'est très intelligent cette double découverte de la personnalité de Raphaël. Moi personnellement ça me plaît beaucoup. Et je ne suis pas déçu de cette lecture, je suis bien content de l'avoir reprise. Je la trouve très très intéressante. Après j'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire au final. Et j'avais encore un truc en tête mais j'ai oublié. Mais ouais, je trouve ça vachement sympa, vachement sympa. D'ailleurs, La Peau de Chagrin fait partie d'un ensemble de livres qui s'appelle La Comédie Humaine. Donc La Comédie Humaine, en gros, c'est la grosse œuvre d'Honoré de Balzac, composée de tonnes et tonnes de romans. Et je crois, enfin il me semble que La Peau de Chagrin fait partie de La Comédie Humaine, je suis pas sûr, mais il me semble. Et il y a peut-être des personnages qu'on voit dans ce roman, qu'on voit dans d'autres romans. Et ça peut être intéressant à suivre aussi. Bon, faut avoir la foi pour lire toute La Comédie Humaine parce qu'elle est vraiment composée d'énormément de romans. Mais par exemple, là, on a croisé le personnage de Rastignac. Et si je dis pas de conneries, Rastignac, il est présent dans un autre roman de Balzac que j'ai déjà lu. J'aurais pu dire lequel, mais... Enfin bon, c'est intéressant de pouvoir creuser dans ce sens-là, si on en a envie en tout cas. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On découvrira la suite de l'histoire avec Fedora mardi à 21h. Sinon, on découvrira dimanche à 21h une nouvelle liée au champion Rek'Sai de League of Legends. Et il y a des chances d'avoir des lives un peu spontanés qui pop comme d'habitude. Je préviens sur les réseaux sociaux et sur mon Discord. Les lives de lecture, c'est mardi, vendredi 21h. Les lives de découverte de l'univers de League of Legends, c'est dimanche à 21h. Les autres lives, c'est n'importe quand, même si je favorise beaucoup le créneau 13h-16h pour les lives de gaming et les lives d'illustration. Voilà. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Encore merci pour les plus de 7000 vues sur la chaîne Twitch, ça fait extrêmement plaisir. Merci Nicking d'être passé, ça m'a fait très plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Merci Princess Crow, merci Jumpy, merci Gail Rakam et merci la tortue. Vous êtes très cool d'être passé, me faire un petit coucou. Ça fait méga plaisir de partager cette histoire passionnante avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye.